Ça va faire presque 2 mois que j'ai commencé ce challenge sur la littérature blanche et je viens de me rendre compte que je n'ai jamais filmé d'intro. Donc on va faire ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. En cette année 2022, j'ai essayé de bousculer un petit peu mes habitudes de lecture et de lire des livres que je ne lisais jamais vraiment, comme par exemple du manga. J'ai commencé à lire du manga cette année. Parce que moi, ma lecture se limitait quand même beaucoup à la SFFF et surtout le fantasy fantastique, science-fiction un petit peu boudé, en jeunesse, ado et young adulte. Que tant maintenant, j'essaye de lire un peu plus d'adultes en fantasy, mais ça s'arrête là. Je suis jamais allée beaucoup plus loin. Et s'il y a bien un genre que je pensais ne jamais lire, c'était la littérature blanche. Et en cette fin d'année 2022, j'ai décidé que peut-être je devais tenter le coup et voir ce que ça donne. Dans les prochains rushs, je vous parlerai donc de mes préjugés sur la littérature blanche et pourquoi je ne voulais pas la lire, et du coup les préjugés que j'essaye de déconstruire dans cette vidéo. Spoiler alerte, pour le moment, en tout cas 1 mois et demi, 2 mois plus tard, on n'a pas encore trop réussi. Mais donc du coup, dans ces rushs, je ne vous ai pas expliqué ce que je comptais faire. À la base, je vous avais demandé sur Twitter et Instagram de me donner une lettre et un chiffre. En fait, je ne voulais pas choisir mes lectures, parce qu'il se trouve que quand je vais dans le rayon littérature blanche de ma bibliothèque municipale, je n'ai aucune envie de prendre un livre. Aucun. Que ce soit leur couverture, en général toute blanche, qui leur a donné leur nom de littérature blanche, les résumés, les genres, enfin pas les genres, les thèmes abordés, ce genre de choses, je n'ai absolument aucune envie d'emprunter et de lire un seul de ces bouquins. Aucun. J'ai passé des heures et des heures de ma vie assise dans ces rayons à essayer de trouver quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Du coup, je m'étais dit que le meilleur moyen de faire ça, c'était de laisser ça complètement au hasard. Donc, je vous ai demandé une lettre et un chiffre. Comme ça, eh ben, j'allais à la bibliothèque. Imaginons que le code que vous m'aviez donné était A5. Et ben, du coup, j'allais au rayon des A des auteurs dont le nom commençait par A. Je comptais 1, 2, 3, 4, 5 et je prenais le 5e livre. Puis je me suis vite rendu compte que je n'avais aucune détermination dans ce projet. C'est-à-dire que je faisais ça, 1, 2, 3, 4, 5, mon doigt se posait sur le 5 et je faisais peut-être celui d'à côté. Non, peut-être celui d'à côté. Non, peut-être celui d'à côté. Parce que même de cette manière, je regardais le dos des livres, je regardais la 4e de couverture et je me disais, je préfère encore me rouler nue pendant des heures dans la neige que de lire ce truc-là. Donc, il y a bien des livres de ma petite pile à lire de ce challenge qui viennent de cette méthode. J'en ai encore là aujourd'hui 2-3. Mais, eh ben, il y a des livres où j'ai demandé conseil et des livres où j'ai choisi moi-même lesquels prendre. En général par rapport au nom de l'auteur ou de l'autrice, parce que bah, ce sont des auteurs et des autrices plus ou moins connus, et donc du coup je me suis dit que je pouvais tenter la chose, parce que j'arrivais pas à me tenir à cette méthode. Ce qui fait que du coup, eh ben, cette palle, elle a été vraiment assez variée, que pour le moment je n'ai pas terminé de la lire et que pour le moment elle ne fonctionne toujours pas. Je vous laisse avec les rushs suivants. En ce qui concerne la littérature blanche, j'ai plusieurs préjugés. La première, c'est que c'est une littérature écrite et vendue pour une certaine élite, un certain type de personnes, des personnes probablement considérées comme plus éduquées, littéralement parlant. Quand on parle de littérature, ça va être très difficile aujourd'hui, je commence à tomber malade et je suis épuisée, j'ai absolument pas dormi. Donc que c'est une littérature écrite et vendue pour une certaine élite, spoiler alerte, c'est pas le cas, la littérature est pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse sensation d'élitisme dans le monde de la littérature, on va pas se mentir. Deuxième préjugé, qu'il ne se passe rien dans ces livres, c'est-à-dire que en fait on ne suit pas une intrigue avec ses plot twists, ses rebondissements, ses retournements de situation, ses développements de personnages. Non, non, on suit un flow et on voit ce qui se passe. Et ensuite je trouve que cette littérature romantise, glamourise, glorifie, je sais pas trop comment on dit, encense le cliché de l'auteur malheureux qui a besoin d'être au bord du gouffre pour écrire et qui donc ne crache que de la violence et de la violence et de la violence dans les pages. Alors deux choses, vous n'avez pas besoin d'être forcément malheureux pour bien écrire. Y a des auteurs et des autrices qui écrivent leurs sentiments et qui donc comme ils se sentent mal, ça leur permet de
de gérer ce genre d'émotions, mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'être complètement malheureux et accro à la bouteille, comme le cliché qu'on voit souvent de l'auteur qui boit et qui écrit dans la nuit en pleurant et en crachant sur la société, et en crachant sur les gens qu'il connaît, et en crachant sur lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'être ce genre de personne, et d'ailleurs, si jamais votre ami est un auteur ou une autrice dans le genre, peut-être que vous devriez l'aider, juste comme ça, voilà. Et ensuite, vous n'avez pas besoin d'être malheureux pour écrire de la douleur. La preuve, on a plein d'auteurs et d'autrices qui écrivent sur des choses qui elles n'ont jamais ressenties et qui elles n'ont jamais connues. Et ça donne des écrits encore plus violents parfois, très malsains et très mal écrits. Mais bref, voici donc mes 3 préjugés. De l'élitisme, il se passe rien d'intéressant. Et c'est de la violence après page, après page, après page, après page, après page. Parce que j'ai beau lire des résumés derrière les livres pour essayer de me donner envie de lire, j'ai l'impression que tous ces livres sont là pour me faire pleurer ou pour me faire du mal, et qu'il n'existe pas des livres de littérature blanche légers, drôles, simples. Donc on va essayer avec cette vidéo de prouver que j'ai tort. Malheureusement, ce n'est pas le premier livre que j'ai lu qui va me prouver que j'ai tort, en tout cas pour ce qui est du point 2 et du point 3. Ce livre-là, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est ma collègue qui m'a conseillé de le lire, qui m'a dit que c'était incroyable, et quand j'ai lu des commentaires Goodreads, les gens marquent qu'ils ont été impressionnés, qu'ils en sont ressortis grandis, changés. Donc je me suis dit que j'allais le lire, et c'est donc ce livre qui a lancé toute l'idée de ce challenge littérature blanche. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi, et il se trouve que oui, ce bouquin, c'est de la violence et des traumas, page après page, après page, après page, pendant 700 pages, et que ça a été extrêmement dur à lire, et que s'il y avait eu des trigger warnings au début, ça aurait été... j'aurais jamais ouvert le bouquin en fait. Ce premier livre, c'est Betty de Tiffany McDaniels. Betty, ça suit l'histoire de cet enfant, Betty, de sa naissance pendant une très grande partie de son enfance et de son adolescence, et de sa vie pendant qu'elle grandit, et de la perte de l'innocence, pardon, et du fait de grandir tout simplement. On suit donc Betty et sa famille, donc sa mère, son père, ses frères et sœurs. Donc il y a 3 frères, Leland, Trustin et Lint, et 2 sœurs, Freya et Flossie. Et ils emménagent dans une maison dans une petite ville de l'Ohio qui s'appelle Brest. Brest, voilà. Si je dis Brest, ça sonne breton. Donc il s'appelle Brest, et c'est une ville majoritairement, pour ne pas dire complètement, blanche, ce qui n'est pas le cas de la famille de Betty, parce que les enfants de la famille de Betty ont un papa Cherokee et une maman blanche. Et donc, c'est leur vie dans cette ville de Brest, pendant que tous les soirs, depuis leur arrivée, il y a des coups de feu qui sont tirés, et on n'arrive pas à trouver qui est l'auteur de ces coups de feu, pourquoi ces coups de feu sont tirés, parce que personne ne semble en ressortir blessé ou mort, et voilà, c'est à peu près ça qu'on suit, la vie de Betty, et en parallèle cette histoire de coup de feu. C'est très compliqué pour moi de juger ce livre parce qu'il semblerait que ce soit tiré d'une histoire vraie. Au début du livre, on a un hommage, un remerciement à une certaine Betty qui est la mère de l'autrice. Donc du coup c'est très compliqué de parler de ce qui est dit dans le livre, de ce qui est raconté dans le livre, parce que j'ai pas envie de dire des trucs trop négatifs et des trucs trop méchants, vu que il semblerait que toutes ces horreurs soient arrivées à une enfant, soient arrivées à une jeune femme, ou qu'en tout cas elles sont inspirées d'une certaine réalité, et c'est horrible ce que cette personne a vécu. Tout au long du livre, j'avais la sensation de faire du voyeurisme, de regarder la douleur et les traumas d'une gamine, de faire de la non-assistance à personne en danger, et que ce bouquin était seulement là pour me montrer cette douleur, tout en la mettant belle, en essayant en tout cas de la rendre belle, que ce soit par la plume ou par la façon dont le livre a été décrit comme un chant, un éclat de lune et une danse. J'avais plus l'impression d'être dans un marais humide à minuit, coincé dans l'eau, dans l'eau et la bouillie, dans l'eau et la boue. Je me sentais sale à chaque fois que je lisais ce livre, j'avais mal au ventre, j'avais une sensation de vomir, parce que je savais que page après page, on allait me parler d'horreur, de traumatisme, de messages qui avaient vraiment besoin d'un trigger warning, et qu'on allait m'en parler dans les plus grands détails en fait. Ce ne sont pas des ellipses, ce ne sont pas des fondus en noir, ce ne sont pas... Non, ce sont des visions que la jeune fille a, dont elle est témoin, des horreurs qu'elle voit, mais également des personnages qui lui décrivent dans le moindre détail des choses qui leur sont arrivées. Et quand par le moindre détail, je veux vraiment dire le moindre détail physique, mental, les effets que ça a eu sur eux, les sensations qu'ils ont ressenties à ce moment-là. Et c'était extrêmement difficile à lire. Et du coup, je me suis retrouvée dans
dans un espèce ouais, de cette histoire de voyeurisme, et en plus, cette sensation que toutes ces horreurs étaient des spoilers si je venais à en parler et si je venais à vous en parler. Quand j'ai dit à des gens que je n'arrivais pas à continuer, que ça devenait difficile, tout le monde me disait « Non mais attends, après tu verras la suite, tu verras la suite ». Et il y avait encore des traumas après. Et donc du coup, je me disais « Mais en fait c'est ça, on est en train de tourner ces horreurs, ces choses qui arrivent à des vraies personnes, en plot twist, en retournement de situation et en spoiler. Et c'est horrible de voir ces choses comme ça. » Donc bah, si vous voyez ces choses comme ça, je suis désolée, je vais vous spoiler parce que je vais vous parler, je vais vous raconter certaines de ces scènes vraiment violentes pour que vous fassiez une idée. Sachez que je vais essayer de ne pas oublier de mettre les trigger warnings en description et je vais essayer de mettre un chapitrage. Donc si jamais je ne l'ai pas fait, venez m'envoyer un message, venez me le dire en DM sur Twitter ou sur Instagram et je referai ça. Et si je l'ai fait et que vous ne voulez pas être témoin de cette violence, passez tout le passage sur Betty. Voilà à peu près l'avis que j'en ai eu. Maintenant, je vais vous parler majoritairement de toute la violence de ce livre. À partir du chapitre 2, déjà, on apprend qu'il y aurait dû y avoir plus de frères et sœurs dans la fratrie, 2 ou 3 en plus, mais que elles sont tous morts. Avant d'emménager à Brest, le père travaillait dans une mine et un jour il appelle sa famille en disant qu'il faut venir le chercher parce qu'il y a eu un problème. Et quand Betty et sa famille arrivent à la mine, son père est couvert de suie, couvert de, voilà, de saleté, de suie, de poussière, si bien qu'elle l'appelle le monstre de la mine. Il a la jambe complètement brisée et il a un mot raciste écrit sur le front. Il racontera donc ce qu'il a vécu. Ses collègues l'ont bousculé, l'ont plaqué au sol, il s'est senti impuissant, il avait beau se débattre, il n'arrivait pas à se sortir de cette situation et ses collègues lui ont brisé la jambe. Ensuite ils lui ont craché dessus et c'est avec ce crachat, cette salive qu'ils ont écrit le mot raciste sur son front. Le racisme est un thème extrêmement présent dans ce livre parce que la famille de Betty n'est pas blanche, Betty n'est pas blanche. D'ailleurs sa mère qui elle est blanche lui reproche souvent, lui dit qu'elle passe trop son temps au soleil, qu'elle va devenir de plus en plus foncée, qu'elle n'est pas belle. Ce sont des choses que ses sœurs lui disent également, il n'y a que son père qui ne le lui dit pas. C'est quelque chose que les voisins lui disent et surtout elle va faire face au racisme beaucoup à l'école. Déjà dans le voisinage on disait aux enfants qu'il ne fallait pas s'approcher d'elle parce qu'elle était contagieuse, qu'elle allait leur filer des boutons, qu'elle était une sorcière, ce genre de choses, mais à l'école ça va prendre tout un... c'est du harcèlement en fait, c'est-à-dire que professeurs et élèves vont participer à ce harcèlement physique et moral. Elle va se faire insulter toute la journée, se faire haïr, se faire moquer toute la journée. À un moment dans la cour, les enfants vont la déshabiller, la mettre toute nue, juste pour vérifier si elle n'a pas une queue de singe. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont tort et que donc elle n'a pas de queue de singe, ils racontent tout de même à tout le monde qu'ils ont vu qu'elle en avait une. Quand Betty essaye de se défendre une fois contre son professeur verbalement, il lui dit que si elle continue, ils vont faire amener son père et le faire tabasser devant tout le monde, les professeurs. Même un moment où une élève la dénonce comme étant la voleuse de son portefeuille et elle se fait humilier devant toute la classe et ensuite elle se fait frapper par le professeur jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que d'avouer un crime qu'elle n'a pas commis. Et quand on retrouve le portefeuille et que tout le monde sait du coup que ce n'était pas elle, personne ne lui fait des excuses, personne ne lui fait rien du tout et le professeur lui dit qu'il faut qu'elle arrête de faire son intéressante. On va avoir énormément de viols dans cette histoire et énormément de violence. Ça va commencer quand on va nous présenter le grand-père de Betty, donc le père de sa mère. On savait déjà qu'il était sûrement violent avec sa femme et donc on pouvait supposer qu'il était violent avec ses enfants. Mais on apprend déjà qu'il avait un fils qu'il a tué parce que ils ont appris qu'il avait couché ou en tout cas qu'il avait eu une relation avec un garçon et donc du coup il l'a tué en lui enfonçant des pages de la Bible dans la gorge jusqu'à l'étouffer. On apprend ensuite qu'il a violé la mère de Betty de manière assez régulière, pour ne pas dire quotidienne, et l'horreur dans tout ça, c'est que la mère, la femme de cet homme, préparait sa fille au viol en la faisant belle, en l'habillant, en la lubrifiant, en la posant sur le lit, en l'offrant à son mari, et en lui disant que c'était normal, c'était quelque chose qui arrivait dans toutes les familles. Pour continuer de parler viol, parce que c'est quand même un thème très récurrent dans ce livre, Betty surprend son grand frère Leland en train de violer sa grande sœur Freya. Et on a donc la scène, la mère raconte son viol également à sa gamine dans de très gros détails, des sensations, ce qu'elle ressentait dans cette partie de son corps, ce qu'elle ressentait physiquement, moralement, émotionnellement, la honte
mais également la douleur physique que c'était. Et donc Betty voit son frère violer sa sœur, et en plus des détails de comment ça se passe, on entend Freya lui dire que, enfin, on entend Freya essayer de se défendre, et on comprend que ce n'est pas la première fois. Freya, qui d'ailleurs, plus tôt dans le livre, tente de se faire auto-avorter, je sais pas s'il y a un terme spécifique à ce genre de pratique. Plutôt dans le livre, en parlant du père, parce que le père prépare des médicaments, il vend des plantes médicinales, tout ça dans Breast. On entend parler, on parle en tout cas d'une écorce aux multiples vertus, et la mère raconte que quand elle était plus jeune, une fille qu'elle connaissait s'était mis cette écorce entre les jambes pour essayer d'empoisonner le bébé qu'elle portait pour se faire avorter, et que le bébé et elle sont mortes empoisonnées. Plus tard, Freya tombe très malade, et Betty finit par comprendre que c'est ça, que c'est ce que sa sœur a fait, qu'elle a pris l'écorce et qu'elle se l'est mise entre les jambes pour avorter d'un bébé. Freya est sauvée in extremis. Il n'est jamais dit parler vraiment de qui est le père de l'enfant, parce qu'on pense que c'est passé sous silence par honte, et que donc c'est quelque chose dont on ne parle pas à Betty, mais plus tard on la voit se faire violer par Leland, donc on peut supposer que c'était le fils de l'enfant, en tout cas de Leland. Un jour, Betty retrouve sa mère blessée, et là aussi c'est quelque chose qui est passé sous silence très vite. La mère est envoyée à l'hôpital, et ensuite le père dit qu'elle va bien, que tout va bien, ce genre de choses. Donc j'ai supposé que c'était une tentative de suicide, et que ça avait été passé sous silence, et que c'était pour ça que Betty n'en savait pas plus, parce qu'on n'a pas voulu le lui dire. Betty et sa grande sœur Flossie tuent un chien. Alors, par accident, mais Flossie, sa grande sœur, avait kidnappé un chien en espérant pouvoir demander une rançon de 15 ou 20 $, et le chien meurt. Et donc du coup, elles enterrent le chien et elles vivent avec ce secret. Et plus tard, les trois sœurs, Freya, Flossie et Betty, mettront le feu à une église. Je vais maintenant vous passer un clip avec d'autres violences que j'ai filmé un peu plus tôt, parce qu'à la base cette intro n'était pas celle qui était prévue. J'avais essayé de lire tout ça de manière chronologique et de me filmer de manière chronologique, mais j'ai pas réussi, j'ai pas pu, les rushs ne me plaisaient pas et j'ai pas eu le temps. Donc du coup j'avais déjà filmé une intro plus le clip que je vais vous passer. J'ai retiré l'intro, j'ai refilmé celle-ci. Je vous passe le petit clip où je vous parle d'autres violences du livre quelques heures après les avoir lues. J'ai lu 5 chapitres au travail. Pendant ces 5 chapitres, la grande sœur de Betty s'est fait violer. Elle allait au cinéma avec un garçon qui lui payait le cinéma et le popcorn, et qui a décidé que c'était le moment de se faire rembourser. Et du coup, il y a tout un discours après où sa grande sœur dit à Betty qu'il ne faut pas embrasser un garçon, parce que si tu embrasses un garçon, après tu es obligé d'aller plus loin parce que tu l'as aguiché. Pendant ces 5 chapitres, la mère de Betty a tué des chats. Betty avait trouvé une chatte enceinte, elle s'en était occupée. Et quand la chatte a mis bas, la mère de Betty a jeté la mère par la fenêtre et a ensuite étouffé les bébés chats. Et pendant que Betty se débattait pour essayer de sauver les chats, la mère de Betty a comparé ce qu'elle était en train de faire à ce qu'elle a subi dans son enfance. Donc quand Betty lui a dit qu'elle était un monstre, elle lui a dit c'est comme ça que j'appelais mon père quand il me faisait du mal. Quand Betty lui a dit arrête, ils sont en train d'étouffer, elle a dit c'est ça que je ressentais quand mon père me faisait du mal. Et quand Betty s'est mise à pleurer pour la mort des chatons, sa mère lui a dit pourquoi tu pleures pour ces bestioles, pourquoi tu pleures pour les chats, personne n'a pleuré quand on m'a fait du mal. Pendant ces 5 chapitres, Betty discute avec une vieille femme et elle lui demande si toutes les rumeurs comme quoi elle aurait été une prostituée sont vraies. Et cette vieille femme lui explique que quand elle était jeune, elle a été surprise en train de coucher avec une fille et que donc cette fille a été envoyée dans un asile. Donc en gros, elle lui dit qu'elle avait tellement peur de finir dans un asile elle aussi, que oui, elle a commencé à coucher avec plein d'hommes parce que j'ai pas trop compris si c'était pour se prouver à elle-même que donc elle n'était pas queer et que donc elle n'était pas lesbienne ou bi et que donc elle couchait avec des hommes pour ça, uniquement des hommes, ou si c'était pour prouver aux autres que comme elle couchait avec des hommes, et ben elle n'était pas homo, bi, queer, pan. Ah, et au fait son amie s'est suicidée. Voilà. 5 chapitres.
Vous pensiez que c'était fini? J'en ai encore d'autres et sachez d'ailleurs que je ne vous raconte pas tout. Pas tout. Quand Betty dit à Freya qu'elle les a vus, qu'elle a vu les Landes et qu'elle a vu ce que les Landes lui faisaient, que c'était mal et que voilà, Freya a tellement honte et est tellement terrifiée qu'elle dit à sa petite sœur que non, elle n'a rien vu et que si jamais sa petite sœur parle, elle se suicidera et sa petite sœur devra vivre avec la culpabilité d'avoir tué sa sœur. Plus tard, Betty tentera d'en parler à son père et Freya tentera de se suicider juste sous leurs yeux. Le père qui d'ailleurs, le père est là, il me semble qu'il y avait la mère aussi, qui d'ailleurs ne fera pas de lien entre le fait que sa fille tente en vain de lui parler de Leland et de crier le nom de Leland et que son autre fille se taille les veines littéralement devant lui. Entre-temps, Trustine va mourir, il va tomber d'une certaine hauteur et mourir. Freya va mourir également. On pense d'abord que c'est un suicide. Flossie va accoucher d'un petit garçon, Nova, et quand ce petit garçon sera à peu près âgé de, je sais pas, 2-3 ans, il commence à parler, enfin il parle en tout cas. Flossie va emmener son fils et Betty sur les rails d'un train et y attacher son fils et tenter de tuer son fils. Elle empêche Betty de l'aider. Elle empêche Betty de sauver l'enfant. Il se trouve que Flossie finit par sauver le gamin et dire à sa sœur « Tu pensais tout de même pas que j'allais tuer mon gamin ?» alors qu'elle l'avait littéralement attaché au rail et que le train était en train d'arriver. Flossie qui aura enfin sa carrière à Hollywood, enfin étant un très grand mot puisqu'elle aura une ligne dans un film et qu'elle va tomber dans la drogue et mourir d'une overdose. On apprend au final que Freya ne s'est pas suicidée. Freya a été assassinée par les Landes. On a également tout un discours de Leland qui dit qu'il n'a pas honte de ce qu'il a fait et qu'en fait c'était un dédommagement, que ses parents lui devaient bien ça, qu'il avait pris de son droit le corps de Freya parce qu'il n'aimait pas la vie qu'ils étaient en train de vivre et que donc Freya était un dédommagement. Il sera tué par Betty et Lint. D'abord Betty veut lui tirer dessus, mais il se trouve que l'endroit où ils sont prend feu et que Leland meurt dans les flammes. Tous les deux, Betty et Lint, enterreront le corps, cacheront le corps et ne diront pas où il est, ils diront juste que Leland est reparti pour la ville. Au passage, c'est là qu'on apprend que les coups de feu c'était Betty, ce qui est un petit peu, évident, mais on ne saura jamais pourquoi, parce qu'en fait on ne l'a jamais vu tirer, on ne l'a jamais vu, voilà. On sait juste que avant que Leland ne meure par le feu, elle a pointé le fusil sur lui et en lui disant « Tu seras la dernière balle que je tire ». Pendant tout le bouquin, on a des coupures presse, on a ce genre de choses qui nous parlent d'un voisinage terrifié, d'un voisinage qui raconte des mensonges, qui nous parle d'un voisinage qui témoigne, mais des témoignages qui n'ont rien à voir, et qui n'ont justement rien à voir avec l'histoire, qui sont juste glissés là, pour au final apprendre que c'est Betty, et on ne sait pas trop pourquoi, et on ne sait pas trop comment. Et au final, le père meurt de cause naturelle, et tout est bien qui finit bien. Sachez qu'il y a eu énormément de violence que je vous ai évité et également beaucoup que je n'ai pas lu. Je sautais pas mal de pages parce que ça devenait trop dur. Mais voilà à peu près une idée que vous pouvez vous faire de ce roman Betty qui n'est en fait que ça. Trauma après page, après page, après page, après page. Ce trauma qui est mis sur les épaules d'une petite fille la plupart du temps et où cette petite fille est en général la seule porteuse du secret. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à elle que la mère raconte ses viols, il n'y a que elle qui est témoin de ce que Freya a fait à Leland, la prostituée ne parle qu'à elle de ce qui est arrivé à elle et à ses amis, le chien c'est un secret qu'elle garde, les chats aussi sûrement c'est un secret qu'elle garde parce qu'elle n'en parle pas à son père, le Flossie qui essaie de tuer son fils Nova c'est un secret qu'elle garde. J'ai pas envie de dire que ce livre est too much, de dire que ce livre en fait trop, de dire que ce livre n'est que de la violence pour de la violence, parce qu'au final, c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un et c'est horrible. Le fait de l'avoir lu, ça me donnait l'impression juste d'être témoin pour être témoin et que je devais me délecter de ça. Il y a des gens qui ont mis sur les réseaux sociaux qu'ils en étaient sortis grandis et j'essaie de comprendre comment tu peux ressortir grandi d'une telle lecture et ne pas en sortir comme moi, terrifié, apeuré et blessé. Donc voilà, c'était donc cette première lecture qui était Betty de Tiffany McDaniels. J'aime pas trop utiliser ce terme quand je parle de bouquin parce que je trouve que c'est dégradant, que c'est méchant et que c'est purement subjectif. Mais on se fait chier dans cette lecture quand même. Le premier livre de ce challenge, ou le premier livre officiel de ce challenge, mais le deuxième livre que je lis dans la littérature blanche, c'est Philothérapie de Eliette Abécassis. Et il me semble que c'est le livre que Joe Riley Black a choisi. Il me semble, mais j'ai pas mes notes sous les yeux parce que
pourquoi être professionnel sur cette chaîne. Ce livre, c'est l'histoire de Juliette qui vient de rompre, enfin, qui a rompu il y a plusieurs mois quand même avec son petit ami de longue date, Gabriel, parce que elle a fouillé son téléphone et elle a vu un message et a tout de suite décidé que, enfin, a tout de suite conclu qu'il la trompait, et donc elle est partie comme ça sans lui laisser le temps de s'exprimer. De son côté, Gabriel tente tant bien que mal de la reconquérir, lui envoie des messages en disant qu'elle lui manque, en disant qu'il l'aime et que c'est pas ce qu'elle pense. Et de son côté, Juliette a décidé qu'elle ne voulait plus croire en l'amour, qu'elle en avait marre de croire en l'amour, que l'amour c'était plus des douleurs qu'autre chose. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de suivre une thérapie en ligne, ou en tout cas des cours de philosophie en ligne, avec un prof de philosophie, dans le but de comprendre l'amour, de décortiquer l'amour et d'arrêter d'aimer. Ça partait déjà mal parce que s'il y a bien un cours qui m'a vraiment pas intéressée à l'école quand j'y étais encore, ça remonte un petit peu, mais il fut un temps où j'étais à l'école, c'était la philo. Principalement parce que mon prof de philo était absent la plupart du temps, pas intéressant, et a préféré nous lire ses bouquins plutôt que nous faire cours de philosophie. Oui, difficile de choper un amour pour la philo, sachant que je n'ai pas ensuite du coup essayé d'alimenter le truc. Et au final, 80% de ce bouquin, c'est de la philo. 80% de ce bouquin, ce sont des échanges entre le professeur et Juliette, et c'est carrément un cours de philosophie. Pour le moment, j'en suis à 2/3 de ma lecture, mais bon, ça reste quand même un cours de philosophie très hétérocentré, hein. On parle que des hommes et des femmes, on parle beaucoup de l'âme sœur, on parle beaucoup de l'amour qui dure, on parle beaucoup du fait que les femmes aiment les hommes plus vieux pour la protection, et les hommes aiment les femmes plus jeunes pour avoir des enfants. Alors qu'on sait très bien pourquoi vous aimez les femmes plus jeunes, on se fera plus avoir par ce genre de truc. C'est aussi très tourné du coup vers la passion, vers le fait qu'il y a besoin de sexe dans une relation, ce qui n'est pas vrai. Et donc en dehors de ça, et ben ouais, c'est majoritairement un cours de philo, au point où il y a une bibliographie à la fin du livre pour les livres qui sont cités, les œuvres qui sont citées dans ce bouquin. Donc ouais, si t'aimes pas la philo, c'est compliqué. Du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais lire ces passages de philo avec un peu de difficulté, mais ensuite, on a le reste, la narration, la fiction, qu'est-ce que ça donne? En dehors des dialogues qui ne sont absolument pas naturels, peu importe comment les personnages dialoguent, que ce soit entre le prof de philo et Juliette, entre les échanges de Juliette sur les sites de rencontres avec des hommes, entre les échanges de Juliette avec sa femme, avec sa mère, pardon, entre les échanges de Juliette avec sa mère, avec son père et avec les gens qu'elle rencontre, aucun de ces dialogues n'est naturel, aucun de ces dialogues ne fait dialogue. Mais en dehors de ça, la narration, bah, elle nous raconte pas grand chose d'intéressant. Puis surtout, bah, la vie au jour le jour de Juliette, et on a beaucoup de détails dont personnellement moi je me moque. J'ai posté sur Instagram 2 passages où au bout d'un moment le narrateur nous fait tout simplement la liste de courses de Juliette sur Monoprix, et ensuite la liste de tous les sites de rencontres sur lesquels elle s'est inscrite. Et si encore la liste des sites de rencontres a un peu d'intérêt dans l'histoire, bien qu'elle soit beaucoup trop longue, il suffisait de nous dire qu'elle les a tous essayés, la liste de courses, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Ça arrive très souvent, ces listes, ces successions de répétitions, ces trucs de la vie de tous les jours où bah oui je sais, je fais la même chose, moi aussi je m'achète des œufs et du lait. C'est un problème que j'ai un peu bah du coup avec la littérature blanche, c'est que la plupart des choses qu'on me raconte, je m'en moque, ça apporte rien à l'histoire, ça n'apporte rien. Si dans cette liste de courses il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspondait pas à la personnalité de Juliette, ou ouais complètement, ou alors si dans cette liste de courses on essaye de me faire parler de monotonie, de routine, dans ce cas là il y a des figures de style à utiliser, des manières d'utiliser des mots, des répétitions, des voilà, pour me faire ressentir ça. Là tout ce que j'ai c'est une liste de courses. Et je sais l'écrire ma liste de courses toute seule, j'ai pas besoin d'un bouquin pour ça. Vous êtes plusieurs à être venus sur Instagram me dire que c'était ce que vous écriviez et que du coup vous vous sentiez attaqué, toujours avec humour évidemment. Sachez que si vous aimez écrire ça et que si vous aimez lire ça, lisez, écrivez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites et faites ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait du bien et ce que vous aimez écrire et lire, tout simplement amusez-vous. Mais c'est vrai que moi, en tant que lectrice, ça colle pas, j'accroche pas. Du coup pour passer dans la petite partie spoiler, évidemment Juliette tombe amoureuse de son prof de philo alors qu'ils se sont jamais rencontrés plus qu'en cours de philo par Skype en fait. Je comprends pas trop.
Juliette a une certaine obsession pour le physique quand même, parce que pendant tout le moment, tout le début où en fait elle ne voyait pas le professeur, où il avait pas mis sa caméra, elle était obsédée par le fait de savoir à quoi il ressemblait. Genre vraiment, elle ne parlait que de ça, c'était limite plus important pour elle que le cours de philo pour lequel elle payait. Le souci avec Juliette, c'est qu'elle vient d'avoir 35 ans et que du coup, elle veut des enfants et que du coup, mais elle veut pas forcément des enfants avec le mariage vu qu'elle veut oublier l'amour, enfin voilà, et elle se sent bloquée dans son quotidien, dans son rythme de vie, et sa mère toute la journée l'appelle pour lui dire c'est quand que tu te maries, pourquoi t'as fait ça avec tes cheveux, aucun homme ne va t'aimer avec cette coiffure. Pour beaucoup de femmes font face à ce problème, au fait de vieillir, de ne toujours pas avoir d'enfants, d'avoir l'impression d'être périmée, et que tout simplement ton entourage te dit qu'il faut que tu te dépêches quand même, que ta valeur dépend de l'homme que tu vas épouser, ce genre de choses. Donc sur là-dessus je peux comprendre Juliette en fait. Il se passe juste un truc, je savais pas que c'était possible, mais si c'est possible, je me dis finalement que ça peut l'être, on peut tout acheter sur internet, mais si c'est possible, je sais pas si c'est très safe. Juliette a acheté du sperme sur internet, comme ça. Juliette veut absolument tomber enceinte, elle veut absolument avoir des enfants, mais comme elle ne veut plus croire en l'amour, elle ne cherche pas quelqu'un avec qui se mettre, après être tombée quand même amoureuse de son prof de philo, hein. Mais du coup, Juliette va sur un site internet où il y a des hommes et ce genre de choses, et où elle achète du sperme en ligne pour s'auto-inséminer. Je ne savais pas que ça se faisait. Honnêtement, j'aurais pas confiance. Je ne mettrais pas cette chose dans mon corps sans un soutien médical derrière. Au final, Juliette se réinscrit sur Adopte un mec parce qu'elle veut espionner son ex-petit copain, Gabriel, et donc du coup elle entame une discussion avec lui en se faisant passer pour une autre femme, en essayant de lui tirer les verres du nez sur pourquoi il l'a trompée. Finalement, il finit par parler et par dire qu'il ne l'a pas trompée, ce qu'il a fait c'était encore pire que ça et elle ne le pardonnerait jamais. Il continue de parler, et pour le moment, dans le texte, il se trouve que ce que cache Gabriel, c'est que Gabriel est médecin. Alors je sais plus ce qu'il est, s'il est psy, ou s'il est psychologue, ou s'il est médecin. Oui, je suis en train de lire le livre, mais je suis également en train de sauter beaucoup de passages. Enfin bref, Gabriel travaille dans le médical, et il se trouve qu'à un moment, la mère de Juliette est venue le voir. Elle serait apparemment venue le voir avec des pensées suicidaires, et donc du coup ils ont discuté, il a essayé de l'aider, et en essayant de l'aider, la mère de Juliette est tombée amoureuse et lui a donc fait des avances. Du coup, le message que Juliette a vu sur le téléphone de son petit ami et qui lui a fait arrêter la relation, c'était un message de sa mère, complètement obsédée par son copain. Ce que j'ai un peu de mal à suivre en fait, c'est que déjà de 1, Gabriel n'a rien fait. Pourquoi Gabriel n'a pas le numéro de sa belle-mère enregistré dans son téléphone? Première étape. Ensuite, Gabriel n'a rien fait de mal dans cette histoire, c'est-à-dire pourquoi du coup il pense que ce qui s'est passé est pire que de la tromperie venant de son côté. Deuxièmement, franchement j'aime pas trop l'idée. Je dis pas que ça se fait pas, que ça n'existe pas, je dis juste que la façon dont c'est fait et dans la façon dont c'est amené, j'ai du mal. Il y a quand même une explication sur pourquoi Gabriel n'en a pas parlé avec Juliette, c'est pour le secret professionnel, ce genre de choses, voilà, le secret entre Gabriel et sa patiente. Du coup, le secret professionnel, il saute un peu par la fenêtre quand il s'agit d'en parler à une inconnue en ligne sur un site de rencontre. Et bon, niveau professionnalisme, je suppose que, dites-moi si je me trompe, hein, mais que t'es pas censé aider quelqu'un de ta famille, il n'y a pas un conflit d'intérêts ou ce genre de choses, dites-moi dans les commentaires, mais c'est vrai que quand j'ai lu ça, je sais pas, j'ai trouvé ça étrange. Enfin bref, voilà où on en est pour le moment. Je saute beaucoup de pages, je saute beaucoup de paragraphes, et je ne suis absolument pas emballée par ce que je suis en train de lire. Mais absolument pas. J'ai terminé philothérapie au travail, donc du coup j'ai pris des notes un peu à l'arrache, des notes un peu rapides, donc si c'est pas dans l'ordre du texte, si c'est un peu fouillis, m'en voulez pas. De toute façon, c'est vous qui m'avez demandé de lire ce livre qui n'est absolument pas terrible, donc vous assumez. Donc, où est-ce qu'on en était? Juliette était amoureuse de son prof de philo. Elle lui dit en vidéo, il lui dit « moi aussi je vous aime », et ensuite il se rétracte en disant que ça faisait partie du cours, que c'était pour voir la passion, le désir et ce genre de choses. Ok. Au bout d'un moment, elle arrête pas de nous répéter que son libraire est plus ou moins meilleur ami et moche. Et au bout d'un moment, elle est complètement obnubilée par l'idée qu'un homme moche peut tomber amoureux d'une belle femme. C'est même pas peut sortir avec une belle femme, hein. C'est qu'il a le droit de tomber amoureux d'une belle femme. Il peut tomber amoureux d'une belle femme. Je sais pas où on allait avec ce discours.
Quoique si, parce que c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu deviné la fin du plot. Ce même libraire qui a tout un discours au bout d'un moment qui sort un peu de nulle part sur Amazon et sur la mort du livre et le monde du livre. Alors autant le discours sur Amazon, je suis entièrement d'accord pour dire que bah oui, Amazon fait beaucoup de mal aux petites librairies et aux librairies indépendantes, ça c'est un fait. Maintenant que le livre va mourir dans quelques années, sachant que ce livre a été écrit en 2015 je crois, ça c'est un discours que j'ai toujours un peu de mal à comprendre. J'ai jamais vu de gens autant lire que maintenant sous des formes différentes. Et c'est pas parce qu'on évolue qu'on tue quelque chose. C'est un discours que je comprends pas. Ah ouais, on a aussi tout un discours où elle discute avec une amie. Si c'est une collègue qui est plus heureuse dans son couple et qui trompe son mari et qui s'est rendu compte que son mari la trompait aussi et donc du coup qui peut pas trop lui dire oh qu'est-ce que t'as foutu, voilà. Et dans ce discours, on a tout un discours sur les faits que la femme n'est plus désirable une fois qu'elle a donné des enfants. Et il y a un moment où Juliette lui dit mais t'es malheureuse en fait, t'es vraiment désespérée, et elle te dit non, je suis juste mariée avec des enfants, c'est normal de ressentir ça. Non, si ça va pas faut se barrer. Bref, c'est un discours que j'aime pas, que c'est normal que la femme soit plus désirable, qu'elle ne soit plus désirée, qu'elle ne soit plus désirable, que c'est normal qu'elle soit malheureuse, que c'est normal que... Ça c'est un discours qui m'énerve. Et d'ailleurs elle dit que si elle divorce de son mari, elle n'aura le choix que de coucher avec des hommes mariés, parce que justement il n'y a que les hommes mariés qui veulent des femmes comme elle qui ont déjà enfanté. Et il y a tout un discours aussi sur la grossesse par la GPA, donc c'est grossesse par autrui ou pour autrui, je sais pas. Je le mettrai là si jamais je me trompe. Donc il y a toute une histoire où elle a une espèce de commande de bébé en ligne, j'ai pas tout compris, et où elle a donc, comment dire, contacté une mère porteuse dont elle lit le contrat et elle décide de mettre fin à cette idée, elle se rétracte. Et le vocabulaire utilisé, c'est quand même se faire livrer un bébé, louer un utérus et annuler la commande. Je pensais que là on allait venir à l'idée où en fait elle ne veut pas d'enfant, c'est pour ça qu'elle en parle ainsi. Parce qu'elle est en train de se rendre compte de la pression d'avoir des enfants. Non, en fait, le problème, c'est la GPA. C'est vraiment... Elle en parle à son philothérapeute par son internet, là. Et en gros, lui répond qu'on en vient à vendre et à acheter des enfants. On appelle ça la GPA, la grossesse pour de l'argent. Et que donc, eh ben, c'est mieux si tu es vraiment la mère de l'enfant, si tu donnes naissance à l'enfant, parce que bah, c'est en gros à ça que les femmes servent et que c'est mieux pour le rapport avec l'enfant. J'y connais pas grand chose sur la GPA, j'y connais pas grand chose sur ce qui est légal, ce qui est pas légal, où c'est légal et comment ça fonctionne. Mais qui sommes-nous pour juger la façon dont certaines familles veulent d'un enfant ? Et des raisons qui ne nous regardent pas d'avoir recours à ce genre de méthode pour pouvoir avoir une famille. Je ne comprends pas. Occupe-toi de tes affaires. Je sais pas. J'ai quand même un petit peu envie de dire que Juliette subit une agression sexuelle quand même. Peut-être même deux, parce qu'il y a un moment, j'ai pas compris si elle couchait avec son thérapeute ou pas. On va en rediscuter. À un moment, il lui dit finalement qu'il l'aime pour de vrai et il lui demande de se déshabiller comme ça devant la caméra. Il lui demande de changer la lumière, de changer d'angle, il lui dit qu'il voit ses seins à travers sa chemise, il lui demande de déboutonner encore plus sa chemise et d'imaginer ses mains sur elle. Alors qu'il y a 5 minutes, il y a 20 pages, il lui disait qu'il l'aimait pas et que là, elle a rien demandé. Et au final, on apprend que toute cette histoire, c'est une histoire à la Cyrano de Bergerac. Il se trouve que le philosophe qu'elle a devant elle est un acteur raté, pervers et très désagréable, hein, et que la voix qu'elle entend est celle du libraire moche, qui est amoureux d'elle depuis des années. Et au bout d'un moment, elle vient à rencontrer cet acteur qui ne parle plus du tout de la même façon et elle se pose absolument pas de questions. Et cet acteur profite de ça en disant au libraire qu'il va profiter de la situation pour coucher avec elle. Au final, je ne sais pas s'ils ont couché ensemble. Moi, je trouve que le livre laisse couler vers ça, parce que non seulement, même si elle était consentante pendant cette relation amoureuse, elle ne couchait pas avec l'homme avec qui elle pensait coucher. Lui, il l'a manipulée, il s'est servi d'elle, il s'est servi de la situation, et puis il lui a demandé de se déshabiller devant sa caméra, alors qu'elle pensait parler et discuter avec quelqu'un d'autre dont elle pensait être amoureuse. Bref, au final, on reparle plus de son ex, enfin si on parle un peu de son ex,
parce que au bout d'un moment elle fout son ex avec sa collègue, parce que elle a essayé de discuter, vous savez, elle a essayé de discuter avec lui en se faisant passer pour quelqu'un, au final on apprend que c'était la photo de profil de sa collègue qu'elle a utilisée, donc elle a envoyé sa collègue lui parler quand lui il a voulu discuter avec elle en vrai, et au final sa collègue tombe amoureuse, et du coup elle est vénère alors que elle est censée avoir tourné la page et c'est elle qui l'a envoyé là-bas. J'ai pas compris ce personnage de Juliette. Je ne comprends pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas ce qu'elle cherche, je ne comprends pas qui elle est. Si tout un truc sur le fait qu'elle se fait exploiter au travail, je sais pas ce que ça fout là non plus, je comprends pas. Et il y a la fin, que j'ai pas compris. Enfin si, j'ai compris, mais je comprends pas ce que ça fout là. Je vous ai déjà dit que la mère de Juliette lui met la pression pour qu'elle se marie et qu'elle ait des enfants. Un jour, Juliette croise un mec dans la rue, vers début du livre, un mec dans la rue qui s'appelle Alexis, et je sais pas comment ils en viennent à faire ça, mais elle prend le téléphone, elle FaceTime sa mère en disant voilà c'est Alexis, c'est mon mari, on va se marier. Puis elle ne revoit plus jamais le mec. Elle apprend plus tard que le mec a croisé sa mère ou son père, je sais plus, dans la rue, et qu'il a continué de jouer le jeu en disant qu'ils allaient se marier. Puis on n'en reparle plus. Et au final, la dernière page de dialogue, la dernière ligne, le dernier paragraphe, c'est ce mec, Alexis, qui recontacte Juliette, on ne sait pas comment, parce qu'au final, il me semble qu'elle lui a pas donné son numéro, et il me semble qu'elle lui a pas donné ses réseaux sociaux non plus, je peux avoir raté une ligne, parce qu'au bout d'un moment, je les ai en diagonale. Mais donc, c'est ce mec qui la recontacte, alors qu'elle vient d'apprendre tout le coup de Cyrano de Bergerac, et qu'au final, on ne sait pas si elle va finir avec son libraire ou pas, ça reste ouvert sur l'idée. Il y a donc ce mec qui la recontacte en disant... En gros, il va falloir qu'on discute parce que notre mariage est dans un mois et je pense être la plus grande histoire d'amour de ta vie. Du coup, c'est comme j'ai dit dans ma revue Goodreads. Pour tout ce qui est philo, je ne peux pas parler. C'est une grosse partie du livre. Moi, la philo, c'est vraiment pas mon truc. J'y comprends pas tout. Donc tout ce passage-là, je suis pas bien placée pour parler. Par contre, pour tout le reste de l'histoire, c'est... Il n'y a rien, il n'y a aucune substance, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a rien dans la plume, il n'y a rien dans le personnage, on a quand même un texte très sexiste, un texte anti-GPA, et un texte sur une bonne grosse culture du viol et de la manipulation passée sous le tapis, et je... C'était quoi l'idée? J'ai pas compris. Mais comme j'aime bien me faire souffrir, je ne me suis pas arrêtée là, et j'ai commencé les 2 lectures suivantes, en simultané parce qu'en fait j'ai commencé à en lire un et j'arrivais vraiment pas, du coup j'ai commencé à lire le deuxième et maintenant je lis l'un l'autre quand l'envie me vient. J'ai donc commencé par lire une collection très particulière de Bernard Quirini et en fait je comprends pas où il veut m'amener. Et ensuite j'ai commencé à lire Mes Fous de Jean-Pierre Martin et je ne comprends pas où il veut m'amener. Une collection très particulière de Jean-Pierre Quirini, c'est censé être une collection de nouvelles qui parlent de lecture et de culture, enfin de livres, de littérature, et toutes ces nouvelles sont censées être liées les unes aux autres par un fil rouge qui est l'histoire de cet homme qui s'appelle Gould, et j'ai pas compris qui était ce mec, et j'ai pas compris en quoi ces bouquins avaient le moindre... Enfin, ces nouvelles avaient le moindre rapport entre elles, et j'arrive pas à accrocher parce que ce ne sont que des blocs de narration. Il y a aucun dialogue pour le moment, j'en ai lu 3 ou 4 et il n'y a aucun dialogue et c'est d'un lourd et c'est dommage parce qu'en fait la première nouvelle m'a bien plu. La première nouvelle c'est l'histoire d'un homme qui après un accident est touché par une perte de mémoire, une sorte d'Alzheimer ou peut-être Alzheimer, je sais pas si on peut avoir Alzheimer après un accident. Et en fait du coup c'est un Alzheimer qui cible certaines choses, c'est-à-dire qu'il se souvient plus de sa famille, il se souvient plus de son nom, il se souvient de tout ce qu'il a lu et vu, par exemple toute la littérature, ce genre de choses, et il ne se souvient surtout plus de ce qu'il écrit. Et tous les jours, cet homme écrit le début d'un roman que le lendemain il va oublier et recommencer à écrire, et tous les jours il va critiquer son travail de la veille en disant que non, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, moi j'aurais fait mieux. Jusqu'au jour où un homme qui travaille avec lui se rend compte que plus les jours passent, plus la version se ressemble, jusqu'à un moment où en fait tous les jours cet homme se retrouve à écrire exactement le même début de roman mot pour mot. Ça c'est donc la première nouvelle. La deuxième nouvelle parle d'un pays, d'un lieu, je ne sais pas si c'est un lieu qui existe, où il y a 3 langues officielles et il se trouve que ces 3 langues officielles sont exactement la même langue mais que les gens ne sont pas capables de se comprendre. La troisième nouvelle, c'était une nouvelle avec des gens qui ressuscitaient et donc du coup c'était toute l'histoire de... comment dire, que toute la situation médicale, politique, sociale que ça engendrait qu'en fait des gens ressuscitent. Voilà.
Et au milieu t'as Gould et je comprends pas ce qu'il fout là. Du coup, fatiguée de ça, et parce que je ne comprenais pas ce que je lisais, et parce qu'honnêtement je ne sais pas si je vais terminer ce bouquin là, honnêtement je vous le dis, j'ai commencé Mes Fous de Jean-Pierre Martin. Et là non plus je sais pas trop où je vais. Déjà j'aime pas le titre. C'est voilà... il y a sûrement pas mal de ressources sur internet qui vous expliqueront pourquoi les termes fou et folle sont validistes et qu'ils sont jetés un peu à droite et à gauche mais qu'ils font plus de mal qu'autre chose. Je trouve ça aussi ultra hypocrite parce que dans le bouquin ils nous disent qu'il aime pas appeler ces gens là des fous parce que c'est voilà, que c'est hypocrite, enfin que c'est méchant, ce genre de choses, qu'il préfère appeler ça des corps errants. Mais il a quand même un mec qui l'appelle le fou politique, le fou météo, le fou machin, la folle du métro, enfin bref, Mes Fous ça parle de quoi? Mes Fous ça parle de Sandor, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui, Sandor, un homme qui est très malheureux. Il est en train de traverser un divorce, sa fille est schizophrène et donc du coup il a beaucoup de mal à gérer la maladie de sa fille, il a du mal à traverser son divorce, il est en plein burn-out au travail et il dit mot pour mot qu'il contemple le suicide tous les jours. Et en plus de ça, il a l'air de croiser donc ces gens qu'il appelle des corps errants un peu partout. Il y en a un dans le métro, il y en a un dans la rue en face de chez lui, il y en a un, et ces gens-là semblent vouloir venir lui parler constamment comme s'il les attirait. J'ai lu un tiers du livre, il est en 3 ou 4 parties, je crois que c'est 3 parties. J'ai lu la première partie. Pourquoi? J'ai l'impression que je vais dire ça à tous les bouquins que je lis là, mais pourquoi? Je suis en train de suivre Sandor, majoritairement dans des blogs de narration également, qui vit sa vie. Il va dans telle rue, il croise un corps errant qui lui dit 2 phrases et il s'en va. Il va dans le métro, il va voir sa fille, oui, sa fille qui est malade et que donc il sait pas trop comment gérer. Il parle de son ex-femme, il parle du monde de l'entreprise dans lequel il est, auquel il est en train de faire un bon gros burn-out. Il nous raconte sa vie, mais de manière très décousue et très rapide. Au bout d'un moment, il nous parle d'un mec qui est mort. Je sais pas qui c'était, parce que j'ai dû décrocher, mais c'était un mec important. Juste après la mort de ce mec, sa mère s'est retrouvée en EHPAD, ou en tout cas en maison de retraite. La mère meurt, et ça, c'est un paragraphe. Et après, il nous dit que la mort est arrivée 1 an après la mort du mec, que la mort de sa mère est arrivée 1 an après la mort du mec. En un paragraphe, il y a 1 an qui s'est passé, et je sais pas, du coup, quel est l'ordre chronologique de ce que je suis en train de lire. Et je sais pas à quoi ça sert, ce que je lis. Je suis ce mec qui vit sa vie. Une vie où il est perdu, une vie où il n'y a même pas quelque chose d'intéressant dans la plume, une vie qui est complètement floue, parce qu'au final, je suis même pas sûre de savoir ce qu'il fait comme métier, ce mec-là. Je sais même pas quel genre de relation il a vraiment avec sa fille, ni avec son ex-femme. Je sais pas trop quelle relation il avait avec sa mère non plus. Au bout d'un moment, il nous parle de son père aussi. Enfin, et je sais pas ce que je lis. Qu'est-ce que je lis? Et qu'est-ce que le titre Mes Fous vient faire là? Parce qu'au final, c'est corps errant. On n'en voit pas tant que ça. Mais vraiment pas beaucoup. Il en croise 1 ou 2. Et moi, je pensais qu'en fait, vu le résumé, qu'en fait, chaque partie allait être un moment où il rencontre ce corps errant et où donc il a une discussion avec cette personne. Mais non. C'est 2 lignes échangées. Parfois même, il ne leur parle même pas. Et parfois même, quand il leur parle, c'est mis sous forme de narration. Il n'y a même pas de dialogue. En 2 lignes, c'est cousu. Enfin, pourquoi je lis ça? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qu'on essaye de me véhiculer, que ce soit comme message ou comme émotion. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous voulez de moi. Je ne sais pas. On est de retour? Alors, autant vous dire que Mes Fous est une collection très particulière. J'ai DNF, c'est-à-dire que j'ai abandonné la lecture littéralement 1 heure après avoir filmé les derniers rushs. Sans rire. J'ai également commencé et DNF au bout d'un chapitre, 1 chapitre et demi, Les Endormeurs. Vraiment, j'ai lu 1 chapitre et j'ai fait non, là ça fonctionnera pas. Peut-être qu'il faudrait que je m'accroche, mais non, non. Mais ça fait un moment que j'ai filmé les derniers rushs et j'ai lu 3 livres. Donc, nous allons en discuter. Le premier livre que j'ai lu, c'est Celle que vous croyez. Il me semble que c'est ça le titre. Comme je les ai tous rendus, je ne sais plus. Voilà, et que j'ai pas sorti mon Goodreads et que j'ai décidé de filmer ça sans me rappeler et sans vérifier ce que j'avais lu. Donc on va dire que ça s'appelle Celle que vous croyez. Est-ce que c'était une grosse déception? C'était une lecture étrange, très étrange, et j'ai pas compris la fin, et j'ai pas trop compris où est-ce que l'autrice voulait nous amener. Celle que vous croyez, c'est l'histoire d'une femme qui est internée dans un hôpital psychiatrique.
Et donc du coup, on suit ses échanges avec le thérapeute. Il se trouve qu'elle est dans cet hôpital psychiatrique parce que elle était complètement obsédée par son amoureux de l'époque, qui avait pas l'air de la traiter correctement, hein. Et donc du coup, comme elle le sentait s'éloigner, elle s'est créé un faux compte sur Facebook afin de le stalker. Sauf qu'elle a décidé de le stalker au travers d'un ami, c'est-à-dire qu'au lieu de devenir amie avec son copain, elle est devenue amie avec le colocataire de ce copain, et elle espérait choper des informations sur son mec au travers de l'autre mec. Sauf qu'il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de l'autre mec, et que l'autre mec est également, semblerait-il, tombé amoureux d'elle, et il s'est passé des choses qui font qu'elle se retrouve maintenant en thérapie parce que ça a un petit peu dégénéré. Le résumé parlait des liaisons dangereuses, des relations dangereuses et de l'histoire toxique et du désir. J'ai absolument rien ressenti de tout ça. Le livre est construit d'une façon assez étrange. D'abord, on a un prologue de 3 pages sans aucune ponctuation. Et j'ai absolument pas compris ce que ce prologue venait faire là, parce que du coup en le lisant je n'ai pas compris ce prologue parce que c'était illisible. Ensuite on a la deuxième partie, enfin plutôt la première partie, le premier chapitre, qui est le point de vue de la femme qui s'appelle Claire, il me semble. En fait on suit ses échanges avec le thérapeute, mais uniquement son dialogue à elle. On n'a pas les réponses, on n'a pas de narration, on a juste son monologue des séances avec son psy et de quoi elle parle et de sa situation, et c'est comme ça qu'on apprend ce qui s'est passé. Et on finit par apprendre que la raison pour laquelle elle est là, c'est qu'au bout d'un moment, elle ne pouvait plus continuer cette relation virtuelle avec cet homme dont elle était éperdument amoureuse et auquel elle avait peur de faire du mal, et donc du coup, elle a mis fin à cette relation et elle a appris que le jeune homme s'était suicidé, et donc du coup, la culpabilité, ce genre de choses font qu'elle s'est retrouvée internée et qu'elle elle se sent toujours coupable. La deuxième partie, c'est le thérapeute. On se retrouve avec le thérapeute et son monologue à lui seulement, où il discute avec des collègues, et donc encore une fois, pas de narration, pas de tout ça, juste son monologue, et où on apprend principalement qu'en fait, le jeune homme ne s'est jamais suicidé. Il se trouve que l'ancien petit copain de cette femme, lui, a menti parce qu'il n'a pas aimé ce petit jeu et il a décidé de lui faire du mal. Là, au moment où j'en suis dans ma tête, dans mes souvenirs de ce bouquin que j'ai lu il y a un petit moment déjà, je ne me souviens plus d'autres choses qui se passent pendant cette partie-là. C'est tout ce que je me suis souvenu. Et ensuite, on a cette dernière partie que je n'ai pas comprise. Je ne sais pas ce qu'elle fout là, je ne comprends pas ce qu'elle fait là, et je ne comprends pas ce que l'autrice a voulu faire. Jusque-là, est-ce que ça m'intéressait? Pas vraiment. Est-ce que c'était mauvais? Pas plus que ça, c'était pas exceptionnel, c'était pas... Voilà, ça aurait pu être une bien meilleure lecture, mais j'ai lu pire. Et jusque-là, je comprenais à peu près ce qui se passait. J'y voyais pas d'intérêt, mais je comprenais ce qui se passait. Et là est arrivée cette dernière partie où en fait il s'agit d'une lettre écrite par l'autrice. L'autrice, qui s'appelle Camille, je crois, s'insère dans cette histoire en tant que personnage et en tant qu'autrice, et parle des personnages, parle de son implication dans cette histoire, parle de... et j'ai pas compris. J'ai pas compris s'il y avait un 4e mur brisé, j'ai pas compris si elle était vraiment un personnage, je n'ai pas compris ce que cela apportait au reste de l'histoire, je n'ai vraiment pas compris. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai surtout décroché, et que j'ai commencé à lire un petit peu en diagonale, et que ça n'a pas dû aider, parce que je suis incapable de vous dire ce que cette dernière partie apporte au roman. Incapable. Donc voilà, ceci est mon avis sur celle que vous croyez. J'ai ensuite lu un roman conseillé par une collègue, mais je pense que ce n'est pas de la littérature blanche, je pense que c'est un thriller. Dans les commentaires, dites-moi si Les Femmes sans merci est un thriller ou de la littérature blanche. Et je vais vous en parler un petit peu. Les Femmes sans merci, c'est l'histoire de 3 femmes qui sont dans des situations maritales un petit peu catastrophique. La première est une institutrice qui vient d'être diagnostiquée d'un cancer du sein. Un cancer du sein que l'on peut soigner, qui peut être soigné, qui n'est pas encore en phase terminale, mais qu'elle refuse de soigner parce que si elle vient à faire des examens plus poussés, les médecins verront tous les bleus et les hématomes qu'elle a sur le corps et que donc son mari est violent avec elle. Et donc elle décide de tout simplement se laisser mourir d'un cancer qui peut être soigné parce qu'elle a trop peur et trop honte que les médecins découvrent ce qu'il se passe à la maison. La deuxième est là pour un mariage plus ou moins arrangé. Elle vient de Russie, il me semble, et elle a trouvé son mec plus ou moins... Elle est une femme catalogue, c'est-à-dire qu'elle a trouvé son mari plus ou moins sur internet ou via une agence, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais en gros, ce sont des femmes qui veulent se marier pour quitter la Russie et aller en Suède.
Au début, ça se passait plutôt bien avec son mari, c'était pas un prince charmant, c'était pas l'amour fou, mais ça se passait bien, sauf qu'une fois arrivé en Suède, ça s'est très vite dégradé, il se trouve qu'il est sexiste, macho, qu'il la considère comme une bonne à tout faire, et surtout qu'il la viole. Il a de très bonnes remarques sur les femmes, comme une fois où il la force à lui faire une fellation, et donc du coup il pose sa bière sur sa tête, et il dit « Je savais que les femmes étaient multitâches ». On est sur ce genre de mec. Et enfin, la dernière est mariée à un rédacteur, il me semble, d'un grand journal. Et il se trouve qu'avant, elle était rédactrice aussi. Elle avait toute une carrière devant elle. Elle était vraiment une femme haut placée. Et petit à petit, son mari s'est fait sa place dans cette vie. En n'acceptant pas qu'elle gagne plus que lui, qu'elle soit plus connue que lui. Et donc petit à petit, elle est devenue, sans trop s'en rendre compte, cette femme au foyer d'un grand homme. Ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'il se trouve qu'on est en plein mouvement MeToo, et que dans la rédaction de ce journal, il y a 2 ou 3 hommes qui sont accusés d'agression sexuelle. Et c'est là que cette femme décide qu'elle en a assez, parce qu'il se trouve qu'elle s'est fait également agresser, elle, quand elle travaillait à cette rédaction, par l'un de ces hommes, et que son mari ne veut rien faire. Parce que ce sont de grands hommes, parce que présomption d'innocence, parce que ce genre de choses, et elle a décidé qu'elle n'en pouvait plus. Et au final, ces 3 femmes ont décidé qu'elles allaient tuer leur mari. Il s'agit d'une novella donc suédoise, qui n'était pas désagréable à lire, mais au final, eh ben, j'ai tout vu venir. C'est-à-dire que ce sont des femmes, 3 femmes qui veulent tuer leur mari, qui n'arrivent pas à le faire elles-mêmes, et qui donc, d'une certaine manière, trouvent le moyen d'entrer en contact et de tuer les maris de l'autre pour s'entraider. Et si vous pensez que je vous ai raconté toute l'histoire, je vous ai raconté toute l'histoire. Si vous voulez pas de spoil, il faut pas regarder ce genre de vidéo. Parce qu'il se trouve qu'une très grosse partie du bouquin, c'est juste la vie quotidienne de ces femmes avec leur mari. Une autre partie, c'est en tout cas l'une qui tente de tuer son mari par 2 fois, il me semble, et qui n'y arrive pas. Et vraiment, le moment où elles décident de rentrer en contact et les moments où elles se mettent à tuer les maris et la fin sont des moments très proches et très rapides. Et au final, quand on commence à lire le début et à comprendre ce qui se passe, on sait que ces femmes ont forcément quelque chose, un lien entre elles. Et ce lien ne peut être que ça, l'assassinat des maris. C'était pas ma pire lecture dans ce challenge. Du coup, c'est con que ce soit peut-être pas de la littérature blanche. J'ai ensuite lu Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire et j'ai DNF, abandonné après un quart de ma lecture. Ça aussi, c'est de la littérature suédoise et c'est un... J'irai pas jusqu'à dire que c'est un classique de la littérature suédoise, mais beaucoup de gens ont lu ce livre et il me semble qu'il y a eu un film. C'est l'histoire d'un vieux du nom de Alan qui va fêter ses 100 ans et il a décidé que non, ça le faisait chier, il a pas envie de fêter ses 100 ans, du coup il se sauve de la maison de retraite. Pendant sa fuite, il rencontre un jeune homme avec une valise, jeune homme qui lui demande de surveiller sa valise pendant qu'il va aux toilettes, et le vieux se retrouve à voler la valise. Valise qui est pleine d'argent. Et j'ai pas pu aller très loin parce que on se retrouve sur la même idée du flot d'informations, du flot d'événements qui se passent sans grand chose. Il se trouve que ce que je lisais, j'en avais carrément rien à faire. Ce petit vieux, dans son escapade, il rencontre des gens, on me raconte la vie de ces gens, pour qu'ensuite ces gens n'aient plus aucun intérêt dans l'histoire. Et on regarde des policiers qui galèrent à retrouver un vieux à pied. Alors il y a toute une histoire avec une espèce peut-être de blanchiment d'argent, enfin je sais pas, sur cette histoire de mallette pleine d'argent, du coup. Peut-être qu'au bout d'un moment il y a une espèce de mafia suédoise, je ne sais pas ce qui se passe après, parce que au bout d'un quart, j'en avais un peu marre d'entendre la vie des paysans qui recueillaient ce mec, et d'avoir littéralement aucune émotion dans cet homme, qui au bout d'un moment, sans vouloir trop vous spoiler, tue quelqu'un très tôt dans le livre, et ça lui fait pas grand chose. On nous raconte aussi un petit peu son passé, et ça ne pouvait pas me faire plus ni chaud ni froid. Vraiment, je n'avais rien à faire de ce qu'on me racontait dans ce bouquin. Et j'ai décidé de ne pas continuer cette petite torture et de lire autre chose. Et enfin, pour le moment, le dernier livre que j'ai lu, c'est Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Je me suis dit que, puisque choisir au hasard ne fonctionnait pas trop, puisque suivre les conseils de mes collègues ne fonctionnait pas trop, j'allais prendre le livre d'une autrice ou d'un auteur connu et voir ce que ça donnait. Parce que si ça marche autant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. J'ai donc choisi Amélie Nothomb. Qu'est-ce que tu me fais, toi? J'ai donc choisi Amélie Nothomb parce que je me suis dit que elle était plutôt connue et que sa plume devait plaire. Et surtout parce que avec Amélie Nothomb, en fait, c'est tout ou rien. C'est soit les gens adorent, soit les gens détestent. Je sais déjà que peut-être dans les commentaires, quand je vais dire ce que j'ai pensé de ce livre, on va me dire « Non mais t'as pas pris le bon, c'est pour ça que t'as pas aimé, il faut que tu lises celui-là » et quelqu'un d'autre va me dire « Non, c'est celui-là qu'il faut commencer ». Bref, c'est ce genre d'auteurs et d'autrices qui sont soit tout blancs, soit tout noirs dans les
critique, soit les gens adorent, soit les gens détestent, et personne n'est d'accord pour dire par quel livre il faut commencer. Il se trouve que j'ai choisi L'hygiène de l'assassin, et il me semble que c'est son premier bouquin, je peux me tromper, si vous y connaissez, dites-moi en commentaire, mais il me semble que c'est ça que j'ai vu. Et j'ai trouvé que c'était insupportable à lire. Insupportable. Et ça n'a rien à voir avec la plume en soi, ça a à voir avec les thèmes, le contenu et le message. Hygiène de l'assassin, c'est l'histoire d'un auteur qui va bientôt mourir, un grand auteur qui va bientôt mourir, et donc tous les journalistes se bousculent au portillon pour avoir une dernière interview. Il se trouve que c'est un auteur exécrable, raciste, misogyne, sexiste, homophobe, c'est une vraie pourriture, et on suit les interviews. La particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a que très peu de narration, c'est surtout du dialogue que l'on lit. Et la deuxième particularité de ce livre, c'est que 4 journalistes interviewent cet homme, les 3 premiers dans la première partie, et on peut carrément effacer cette première partie, elle ne sert strictement à rien. Mais alors, à que dalle! Vous pouvez commencer par la deuxième partie où il se fait interviewer par une femme. Cette femme qui dit qu'elle est là pour essayer de lui extirper une confession, elle est persuadée qu'il a tué quelqu'un, qu'il s'est plus ou moins confessé dans un manuscrit inachevé qu'il a écrit, et elle est là pour lui tirer les vers du nez. Elle dit que c'est un mec exécrable, il est donc raciste, sexiste, macho, tout ce que vous voulez, il est pervers, il est décrit comme quelqu'un de malsain, vraiment, c'est une horreur de lire ce truc. Ce livre, désolé. C'est horrible de lire ce genre de personnage. Le problème avec la femme et avec les autres journalistes, c'est qu'ils n'ont aucune voix différente. Ce serait la même personne depuis le début, que ça ne changerait rien. Un autre problème que j'ai avec ce livre, c'est la grossophobie. Alors je veux bien admettre que si c'est bien son premier livre et que je ne me trompe pas, ça fait un moment que c'est sorti, mais est-ce que ça excuse vraiment? On a en opposition cet homme qui est horrible, qui est raciste, sexiste, enfin bref, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un personnage. Et c'est un personnage que l'on veut horrible. Ce qu'on apprend surtout de ce personnage, c'est qu'il est gros. Très gros. Et en fait, dans le peu de narration que l'on retrouve dans ce livre, il est constamment décrit comme l'obèse. L'obèse fait ça, l'obèse dit ça, l'obèse a fait ça. Et il y a également tout un truc, toute une espèce de torture et tout ça au bout d'un moment où la journaliste décide de lui faire du mal, et c'est entièrement par rapport à son poids. Elle le fait tomber, elle le laisse suffoquer par rapport à son poids parce qu'il ne peut plus se relever. Enfin bref, c'est ce genre de discours. Sachant que dans les premiers journalistes, il y a beaucoup de trucs par rapport à la nourriture, par rapport à ce genre de trucs. C'est vraiment... On parle du fait qu'il est obèse, c'est au milieu du truc. Apparemment, c'est important. À la base, ce qui est censé être important, c'est qu'il a buté quelqu'un. La forme de son corps, sa morphologie, n'est pas censée rentrer là-dedans. Et comme je disais, oui, lui, c'est un mec exécrable. Et c'est un personnage, ça se lit dans ses dialogues. Mais la narration est censée être quelque chose d'extérieur, surtout quand c'est pas une narration à la première personne. Et donc la narration n'est pas censée avoir un avis aussi négatif sur son poids, on s'en fout. La narration, dans ce cas-là, elle a plutôt l'air de relater les dires de l'autrice. Qu'est-ce que ça apporte de savoir sa morphologie? Rien. Est-ce que c'est mal d'avoir des personnages gros? Bien sûr que non, il y a besoin de cette représentation, mais autant qu'elle soit positive. C'est-à-dire autant que le personnage ne soit pas humilié par rapport à son poids, ne soit pas entièrement décrit par rapport à son poids. Il y a pratiquement, dans le peu de narration, je vous jure, il y a pratiquement jamais son nom. Ou alors l'auteur. Non, c'est l'obèse. L'obèse fait ça, l'obèse dit ça. C'est constamment dans votre figure. On ne fait que ça, de vous répéter qu'il est gros et que c'est une mauvaise chose. Et que ça le rend, limite c'est ce qui le rendrait encore plus mauvais, limite c'est un ajout à son trait de caractère, alors que non, une morphologie est une morphologie. Et si on veut parler des personnages gros, autant déjà que ce soit fait par des personnes concernées, et ensuite que ce soit fait correctement, de manière à ne pas insulter toute une partie de la population. Parce que c'est pas le but de l'histoire. Je vous rappelle que le but de l'histoire, c'est qu'il avoue un crime. Ah, et à la fin, j'ai pas compris qui mourait. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un, soit la journaliste qui tuait l'auteur, soit l'auteur qui tuait la journaliste. Mais j'ai pas compris lesquels faisaient quoi. Il y a tout un truc aussi sur la virginité et sur la pureté, c'est dégueulasse. En gros, la meuf qui l'a tué, c'était sa petite amie, enfin son amoureuse, sa cousine aussi, mais ça c'est autre chose, quand ils étaient adolescents, et tous les deux avaient fait le pari de ne... Enfin, pas le pari, mais le pacte de ne jamais grandir. Parce que quand on grandit, on devient impur. Surtout les femmes. Dans ce livre, les femmes sont des monstruosités. Vraiment. Elles sont sales, elles sont laides, elles ne sont pas intelligentes. Vraiment, c'est vraiment du sexisme vraiment, vraiment fort. Et surtout...
ce ne sont que des succubes, des femmes qui font du mal aux hommes, ce genre de choses, qui ne peuvent pas être autrices, qui ne peuvent pas être journalistes. Bref, la femme, caca. Et en gros, la fille qui l'a tuée, eh ben il l'a tuée parce que c'était son amoureuse et qu'elle a eu ses règles. Donc du coup, elle est sale et impure. Parce que elle est devenue une femme, elle n'est plus une enfant. Il y a donc du coup aussi tout ce message sur le fait que les enfants sont purs et je trouve ça dégueulasse. Qu'il y a également toute cette discussion sur le fait que lui, il se considère toujours comme vierge parce que justement coucher avec une femme c'est dégueulasse et il est hors de question de coucher avec un mec parce que on touche pas aux homosexuels, ils sont sales eux aussi par exemple, ou aux personnes queer en général parce qu'il y a plein de queerphobie aussi. Donc il y a tout un truc sur sa virginité qui apparemment d'ailleurs est étrange. Non, il y a des personnes qui couchent pas, le sexe n'est pas obligatoire à la vie, mais ça c'est un autre sujet. Mais il est dit que du coup quand ils étaient enfants, en fait ils ont fait des trucs. Alors quoi exactement, c'est pas dit, mais il y a eu, plus ou moins avec consentement, parce qu'on n'est pas sûr, mais il y a eu des rapprochements. Mais comme elle était une enfant, et comme lui aussi, et que donc ils étaient purs, ça ne compte pas comme de la sexualité. Et du coup je trouve ça étrange, et je trouve ça... pas aimé, non. Donc bref. C'est pour ça qu'il l'a buté, parce que qu'il l'a étranglée et noyée, je crois. Ou en tout cas, il y a au moins un étranglement, parce que elle a eu ses règles. Et que donc, elle était crade, impure, elle devenait une femme, et qu'elle n'avait pas respecté leur marché. Et jusqu'à la fin, il soutient qu'elle était consentante, qu'elle voulait mourir. Parce qu'elle était crade et impure, et que donc, c'était une enfant forte, une enfant belle, une enfant pure, parce que elle a accepté de mourir quand elle est devenue une femme. Et j'aime pas du tout ce discours. Absolument pas. Parce que, à la fin, peu importe qui meurt, on a l'impression que du coup, c'est accepté. Parce que à la fin, sachez que, peu importe lequel des deux meurt, la journaliste est consentante. Elle est d'accord. Parce que elle comprend son discours, elle accepte son discours, et elle finit par trouver son discours beau. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et donc, du coup, il y a un espèce de consentement dans cette mort, peu importe qui meurt. J'ai pas compris qui était mort. Du coup, j'essaye de comprendre le message de ce livre, c'est-à-dire que être gros c'est pas bien et être une femme c'est pas bien. Moi j'en ressors ça. Pas compris et je crois que je ne veux pas comprendre plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai essayé aussi de lire Stupeur et Tremblement, mais vraiment au bout de 10 pages, déjà j'en pouvais plus. Pas parce que c'était mauvais, pas parce que je ressentais ce genre de problématique, quoique ça veut pas dire que ça arrive pas après, mais parce que littéralement j'en avais un peu rien à faire de ce que je lisais, ça n'avait aucun intérêt, ça ne m'accrochait pas, Vraiment, non. Me revoilà dans mon lit, parce que je n'avais absolument pas prévu de filmer aujourd'hui. Je viens de bosser sur 7 épisodes pour ma chaîne gaming. Donc là, j'essaye de combattre un peu la flemme et la procrastination, mais j'ai surtout envie d'aller me coucher. Un autre livre dans ce challenge, Le Cactus, que j'ai terminé hier. Et j'ai pas grand chose à vous dire de cette lecture, ce qui est assez drôle parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque fois et de finir sur un monologue de 20 minutes. Le Cactus, c'est l'histoire de Suzanne, une femme qui a une vie cadrée comme une horloge. C'est comme ça qu'on dit ? Organisée comme une horloge ? Bref, elle est très organisée, elle est cadrée, il n'y a rien qui va de travers. C'est une femme qui est vraiment très carriériste et c'est aussi une femme avec son petit caractère, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle s'estime meilleure que vous, c'est qu'elle se sait meilleure que vous et qu'elle va vous le dire. Elle se sait meilleure que tout le monde et elle a cette ambition d'aller loin et de taper fort et de dire ce qu'elle pense et en général ce qu'elle pense des gens, c'est pas très sympathique. Sa vie est donc réglée comme du papier à musique et cette vie se retrouve un petit peu bousculée par la mort de sa mère. À la base, c'est censé être quelque chose de rapide. Suzanne n'était plus très proche de sa mère. Elle n'était plus vraiment en contact avec sa famille, enfin en tout cas pas de manière régulière. C'était plutôt sporadique de temps en temps quand il se passait un truc. Et tout ce qu'elle veut, c'est aller aux funérailles, gérer la cession des biens. Je sais plus comment on dit, c'est ça, hein, la cession des biens. Et passer à autre chose, reprendre le cours de sa vie. Sauf qu'il se trouve que sa mère, sur son testament, donne sa maison à son fils Édouard, le frère de Suzanne. Et c'est pas que Suzanne voulait forcément la maison, mais Suzanne sent qu'il se passe quelque chose. Elle est persuadée que son frère Édouard a soit manipulé sa mère pour avoir la maison, soit monté un coup avec le notaire.
Pour elle, ce n'est pas possible que sa mère, en pleine connaissance de ses esprits, je sais pas si ça se dit, en pleine possession de ses esprits, que sa mère en bonne santé aurait légué la maison à Edward. Et donc en gros, l'histoire, c'est ça. C'est Suzanne qui est persuadée que son frère a traficoté un truc et qui refuse que ça se passe comme ça, qui veut prouver qu'elle a raison et que Edward n'est pas un homme bien. Et donc aller au tribunal, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah c'était pas mal écrit, c'était pas désagréable à lire, franchement ça s'est lu très vite, hein. En 2-3 jours c'était bouclé, mais voilà, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous, enfin c'est méchant de dire ça comme ça, mais c'est que ok, on me raconte l'histoire de cette femme, on me raconte cette histoire, il se passe des choses, c'est pas désagréable, mais en fin de compte, une fois que j'ai terminé ce livre, qu'est-ce que j'en ressors? Eh ben j'en ressors que ça va être très vite oublié, j'en ressors que ça m'a pas intéressé, et que j'aurais pas lu le livre, j'en serais au même point dans ma vie. Alors évidemment, on va parler des quelques péripéties qui se passent dans cette histoire. Premièrement, oh, Edward n'a rien fait de mal. Parce qu'en vrai, il y a littéralement aucune preuve que Edward est un mauvais gars, ou en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Si bien qu'au bout d'un moment je me suis demandé si toute cette histoire était vraiment une histoire d'un mystère pour essayer de savoir si Edward l'avait fait, ou si c'était pour souligner la personnalité, le caractère de Suzanne, qui n'est pas vraiment une très bonne personne. Quand Suzanne cherche des preuves que son frère a trafiqué quelque chose, évidemment, il y a deux camps qui se forment. Le camp pour Suzanne et contre Edward, et le camp contre Suzanne et pour Edward. Et en fait, dans le camp qui est contre Edward, ils n'ont pas grand-chose à dire, à part le fait que, oui, c'est un homme dans sa trentaine, quarantaine, je sais plus trop quel âge il avait, c'est un homme, voilà, qui vivait dans la maison de sa mère, et que donc, oh là là, c'est pas bien. C'est tout. Ils disent clairement qu'en fait, bah, c'est juste un mauvais mec pour ça, parce qu'il vivait chez sa mère encore à son âge, ou alors c'est parce que ils veulent apporter leur soutien à Suzanne et qu'ils sont limite prêts à mentir pour elle. Parce que de l'autre côté, dans ceux qui soutiennent Edward, oui, ils disent que c'est pas un gentleman, que c'est pas un mec incroyable, que oui, peut-être il pourrait chercher un boulot, mais que quand il vivait chez sa mère, il se tournait pas les pouces, il aidait sa mère. Il faisait les courses, il l'emmenait chez le médecin, il l'a aidé avec le notaire, enfin, il vivait pas au crochet de sa mère, il aidait sa mère en mauvaise santé, contrairement à Suzanne qui avait complètement effacé tout le monde de sa vie. Donc bah, tout ça en fait, ça a plutôt l'air d'être une rivalité ridicule entre un frère et une sœur qui peuvent pas se piffrer, parce qu'ils ont pas eu une enfance très facile, mais qui peuvent pas se piffrer, et c'est tout. Parce que bah, oui, au tribunal, Edward n'a rien fait. S'il voulait le savoir, il suffisait qu'il me le demande, parce que moi, depuis le début, je l'avais compris. Il y a une petite romance, évidemment, quand Suzanne va trouver Edward, Edward vit avec un ami, Rob, et bon, ben, on se doute que Rob et Suzanne vont finir ensemble à la fin, parce que c'est un peu le cliché du enemies to lovers, qui est pas un truc que moi je déteste, mais où ils sont complètement opposés, et finalement, voilà, pourquoi pas. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'alchimie? Pas forcément. Rob a l'air d'être un mec sympa. Et en fait, on accepte ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de scènes ensemble. Quand ils ont des scènes ensemble, est-ce que c'est extraordinaire? Non. Mais Rob a l'air sympa. Et comme depuis le début, on suppose qu'ils vont finir ensemble, et ben on l'accepte. Autre péripétie qui arrive assez tôt dans l'histoire, Suzanne tombe enceinte de son plan cul. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop compris pourquoi on l'amenait là, c'est-à-dire que oui, elle tombe enceinte, voilà. Bon, il y a toute une question, toute une histoire, comment dire, sur le thème des femmes célibataires et de la place des femmes célibataires dans le féminisme et comment elle et une autre mère célibataire voient le féminisme. Je me suis un peu perdue dans ma phrase, mais bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a aussi toute une discussion sur la place du père quand on veut être mère célibataire, c'est-à-dire que Suzanne est tombée enceinte de son plan cul et quand elle lui dit eh ben monsieur plan cul lui il veut bien être papa, prend bien compte qu'ils vont pas se marier, qu'ils sont pas amoureux l'un de l'autre, mais il a une certaine stabilité de vie, il gagne bien sa vie, il aime bien Suzanne et elle est enceinte et il est pas contre l'idée de l'aider financièrement au moins et d'être un petit peu présent pour l'enfant. Et c'est vrai que Suzanne elle a pas envie, elle veut faire ça toute seule, elle veut que Richard, je crois qu'il s'appelle, disparaisse complètement de sa vie. Et il y a toute la question de bah est-ce que on peut faire ça, comment ça se passe pour le père, comment ça se passe pour la mère, enfin voilà, toute une discussion autour de ça qui n'était pas inintéressante, mais honnêtement ça n'aurait pas été dans le bouquin que ça n'aurait rien changé. Ça montre juste que Suzanne n'est pas forcément une femme très agréable
Et en plus, elle en veut vraiment de ce gamin. Non, parce que c'est la vraie question que je me suis posée, parce que en tant que femme, moi qui ne veux pas d'enfant, dans la situation de Suzanne, j'aurais sûrement recours à une autre alternative. Je fais tout pour ne pas être dans cette situation, mais si ça venait à arriver, je ne me dirais pas je vais garder l'enfant. Que Suzanne décide de garder l'enfant, ok, pourquoi pas, peut-être qu'elle pourrait avoir une révélation, ou se rendre compte que finalement elle voulait un enfant, ou que voilà, mais à aucun moment dans le bouquin tu as la sensation qu'elle veut vraiment ce gamin. Pour elle, elle est tombée enceinte, donc bah elle va avoir un enfant, voilà, ça va juste être un petit truc en plus dans sa vie. Et je sais pas, il n'y a pas de... Il n'y a aucun sentiment négatif ou positif autour de cette grossesse. C'est-à-dire, c'est même pas quelque chose qu'elle vit mal ou quelque chose qu'elle vit bien, c'est quelque chose qu'elle vit. Et je dois avouer que là-dessus, je sais pas trop quoi penser, parce que pour moi, avoir un enfant, c'est forcément un changement radical dans une vie, et on a forcément des sentiments assez forts dessus. Ne pas avoir de sentiments sur cette situation et sur ce qui va se passer ensuite, pour moi, c'est quand même assez flagrant d'un état d'esprit quand même. Un autre truc qui sert à rien, et c'est le dernier, on apprend finalement que la maman de Suzanne n'était pas sa mère. Toute cette idée un petit peu autour d'un secret de famille, Suzanne a été adoptée par sa mère. Il se trouve que sa mère biologique est sa tante. Tante Sylvia est tombée enceinte très jeune, elle est tombée enceinte du mec de sa sœur, donc du père de Suzanne, vous arrivez à suivre. Bref, la famille a décidé que c'était honteux, la famille a décidé que c'était hors de question, que la réputation, que tout ça, et donc ils ont pris la décision que ce soit la sœur aînée qui s'occupe de l'enfant en disant que c'était son enfant. Il y a tout un discours sur le fait qu'on n'a jamais trop demandé à Sylvia ce qu'elle pensait dans cette histoire, si elle voulait abandonner son enfant ou non, si elle était d'accord, si voilà. Mais en dehors de ça, en dehors de cette discussion, et voilà, ça sert à rien. C'est amené d'une certaine façon que on comprend que dans le procès entre Édouard et Suzanne, ça risque de poser problème, que comme elle n'est pas vraiment l'enfant de sa mère, au niveau de la cession, ça peut poser problème. Mais au final, Édouard, il a rien fait. Au final, donc, ils en viennent à quelque chose à l'amiable. Ils sont d'accord à la fin, ils s'entendent même bien. C'est même Édouard qui amène Suzanne à l'hôpital parce qu'elle est en train d'accoucher dans sa voiture. Donc, pourquoi ce retournement de situation alors que au final il ne se passe rien? Au final tout aurait pu être réglé d'une simple discussion, et je peux comprendre que l'idée des rivalités entre frères et sœurs font qu'il n'y a pas eu cette discussion et qu'on en est arrivé là, mais moi j'ai toujours ce truc dans ma tête que si les deux personnages peuvent s'en sortir juste en s'asseyant derrière un café et en discutant, il n'y a pas matière à écrire un bouquin là-dessus. Ok, ça va faire pratiquement un mois que je suis pas revenue. Qu'est-ce qu'on a lu dernièrement? Qu'est-ce qu'on a abandonné dernièrement? Dernièrement, on a abandonné un bouquin de Marc Lévy, vraiment c'est pas passé. J'ai abandonné Jane Eyre de Charlotte Brontë, vraiment, je ne comprends pas. Je sais pas pour cracher sur les classiques comme je le fais souvent, mais il n'y avait rien qui me donnait envie de continuer ma lecture, genre vraiment rien. Et j'ai abandonné aussi deux bouquins, un qui s'appelait Confession d'une kleptomane, je crois, une bourgeoise qui vole des trucs. Au bout d'un moment ça m'a gonflé, et au bout d'un moment je veux dire au bout d'une trentaine de pages. Un roman qui se voulait plus philosophique, poétique, sur une montagne qui s'appelait La Géante, je crois. Là aussi j'ai dû lire une vingtaine de pages, il était pas bien gros pourtant, mais j'arrivais pas à rentrer dedans, et en plus je me suis rendu compte que c'était uniquement de la narration. Et ça m'a refroidi, et donc j'ai annulé. J'ai abandonné le projet. Non, on lit pas ce truc-là. Mais alors du coup, qu'est-ce que j'ai lu? Eh ben, il se trouve que j'ai lu un bouquin qui m'a pas déplu. J'ai lu La Vague. Je pense que je suis un petit peu en retard dans ma lecture de La Vague, parce que je pense que tout le monde a lu La Vague, ou que tout le monde au moins a vu le film de La Vague. Mais pour celles et ceux et celles qui, comme moi, étaient au fond de la classe en train de dormir quand on a parlé de ce projet-là, on va en reparler. La Vague, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est un roman tiré d'une histoire vraie dans un lycée américain. C'est un prof d'histoire qui parle de la Deuxième Guerre mondiale à ses élèves, et il se rend compte que ses élèves ne comprennent pas trop la gravité de ce qui s'est passé, et que ses élèves n'arrêtent pas de répéter de toute façon maintenant ça se reproduirait plus, on ne laisserait pas passer ce genre de choses. Et il n'est pas tout à fait d'accord. Comme il n'arrive pas trop à leur expliquer pourquoi ses élèves
sont un petit peu naïfs sur le nazisme et ce qui s'est passé pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale, il décide de faire une petite expérience et en gros de monter son petit régime nazi au sein de sa classe. Pas vraiment du nazisme, c'est le but d'avoir un slogan, un logo, une manière de travailler et un leader, et de montrer que en fait c'est assez facile d'endoctriner les gens parce que au final ce qui s'est passé à cette époque-là c'était surtout un besoin et une envie de communauté avant que ça parte dans tous les sens. Et au final il crée par accident la vague, un mouvement qui ressemble beaucoup au mouvement nazi, et les enfants répètent dans leur lycée quelque chose qui ressemble beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à en venir à la violence physique, à la manipulation, au mensonge, et jusqu'à ce que même le professeur ne se rende plus compte de ce qu'il est en train de faire, du leader qu'il est devenu, et que ça parte dans tous les sens. Il n'y a pas grand chose à dire, c'était un livre très intéressant, c'était bien écrit, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que le livre en allait vite au fait et qu'il expliquait de manière assez claire et précise ce qui était en train de se passer. Je trouve juste la fin un petit peu rapide et un petit peu facile. Mais en dehors de ça c'est tiré d'une histoire vraie, donc du coup on peut pas non plus trop dire comment s'est passé la fin ou ce genre de choses, ça s'est réellement passé. C'était très intéressant et je n'aurais jamais cru dire ça dans ce vlog sur la littérature blanche, mais je conseille. Ça m'a été conseillé par une collègue et je conseille. Franchement j'ai bien aimé et ça se lit assez vite. Ensuite j'avais encore un petit train de retard sur les classiques, j'ai lu L'Attrape-Cœur de Salinger. Et là je comprends pas. Je comprends, mais je comprends pas. L'Attrape-Cœur de Salinger, c'est l'histoire d'un adolescent qui se fait virer de son école, et c'est un récit très contemplatif sur les 3 jours qu'il va passer à errer à New York parce qu'il a pas envie de rentrer à la maison tout de suite et de dire à ses parents qu'il s'est fait renvoyer encore une fois de son collège. Il me semble que c'est un collège. Et comme je viens de le dire, c'est très contemplatif, c'est-à-dire que l'histoire c'est ça, et on suit ce gamin dans les rues de New York qui fait des trucs. Et honnêtement, je m'en fous un peu. J'ai quand même fait des recherches sur le bouquin parce que j'arrivais pas à comprendre comment ce bouquin pouvait être tant aimé, et en lisant des commentaires sur Goodreads, en regardant des vidéos, j'arrive à peu près à situer pourquoi. Des gens qui se sont beaucoup reconnus dans ce gamin, ça a été écrit et ça décrypte une période où les libertés que le gamin prend sont des libertés qui pour nous semblent bateaux, basiques, même parfois un petit peu ridicules, mais qui à l'époque c'était scandaleux, c'était voilà, un enfant ne faisait pas ça. Quoique, aller voir des prostituées, enfin, à part dans Riverdale et ce genre de trucs, Riverdale nous a un peu matrixés, mais en général, les enfants font pas ça, enfin, je crois pas. J'ai pas d'enfant, donc... Mais dans l'idée, oui, moi je lisais ça en me disant, bah, il fait rien d'exceptionnel, ce gamin, c'est un gamin, quoi. Mais il se trouve que, bah oui, avec l'époque et le contexte, oui, bon, ok, peut-être. Aussi toute une théorie sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent la fin différemment, et il y a tout un truc sur le fait que beaucoup de gens pensent que ils sont dans cette histoire une partie intégrante de l'histoire et qu'ils sont un thérapeute, un psy ou un psychologue qui écoute ce gamin qui oui est pas très heureux dans sa vie. À la fin il y a des discussions sur s'il est dans une nouvelle école ou s'il est dans un hôpital psychiatrique, ou en tout cas dans un centre pour les jeunes qui ont des tendances dépressives. Il y a l'air d'y avoir 2 camps, en tout cas c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai lu dans les commentaires. Et ok, je vois le truc. Ouais, je le vois, je peux le comprendre. Pour les deux, et ok, ouais, je vois le truc. Mais en attendant, le truc il me parle pas trop, quoi. J'ai beau le voir, je sais qu'il est là, je suis d'accord, je comprends, mais il m'intéresse pas plus que ça, quoi. J'ai trouvé le gamin détestable. Apparemment il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus en lui, donc du coup bah oui, ok, ça aide à apprécier un bouquin quand on se reconnaît dans le gamin, c'est certain. Mais moi je l'ai trouvé détestable. J'ai pas beaucoup de connaissances des gamins à l'époque et de la façon de parler de l'époque quand le livre a été écrit et de l'époque que le livre décrit. Moi je trouve que les gamins ça parle pas comme ça. Voilà, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le texte. Le texte est super répétitif, il y a des paraphrases de partout, des mots qui se répètent à profusion, et voilà, moi c'est un style qui m'a absolument pas accroché. J'ai pas trouvé que c'était bien écrit, ou en tout cas bien traduit, parce que j'ai lu la version française. Donc oui, je vois, je comprends, mais ça marche pas. Et enfin, j'ai lu une petite horreur, parce que autant Salinger c'était pas prévu dans ce truc, c'est pas vous qui m'en avez parlé, autant là, il y a l'un ou l'une d'entre vous qui m'a proposé ce code, vous savez, parce que depuis le début, j'ai oublié d'en reparler, mais j'avais demandé à ce que vous me proposiez sur Instagram et Twitter un code avec une lettre et un chiffre pour que je choisisse un livre au hasard dans les bibliothèques que je visite. Donc du coup, il y a l'une ou l'un d'entre vous qui m'a donné un code pour ce livre, et vous m'en faites lire des trucs, franchement, je
Je sais pas comment j'ai tenu jusqu'à la fin. J'ai lu Les Vacances du Petit Renard et j'espère que c'était pas biographique ou autobiographique. J'espère, parce que ça m'a terrifié ce que j'ai lu. Si vous ne lisez pas le résumé à l'arrière du livre, en commençant le bouquin, vous pensez que Les Vacances du Petit Renard, c'est l'histoire d'un adolescent de 13 ans qui va, sur ses 14 ans, il va fêter son anniversaire en vacances avec sa famille, et on comprend que papa, maman, ils sont sur le point de divorcer, il y a quelque chose qui va pas. Et vous pensez que ça va juste être ça, une histoire de famille. Et vous auriez tort. Oui, on parle de la famille un petit peu, mais on parle surtout d'un gamin de 14 ans qui fantasme sur un mec de 45 ans et il y a du porno et il y a de la masturbation à toutes les pages et c'est... J'ai trouvé que ça véhiculait des clichés gays sur la communauté LGBT en général. N'étant pas un homme gay et ne sachant pas du coup comment la recherche de qui on est fonctionne, peut-être que je suis un peu à côté de la plaque. Je ne sais pas si l'auteur est concerné, comme je disais, je ne sais pas si c'est biographique, autobiographique ou pas, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop. Beaucoup trop. Sans rire, les 3 premiers chapitres, le premier, le gamin se masturbe devant un bouquin érotique, c'est décrit sur plusieurs pages. Le deuxième, il se masturbe à nouveau, c'est décrit sur 2 ou 3 pages. Et dans le chapitre 3, on a la description de 2 pornos. De la description du porno. Ils auraient remarqué le script du truc que ça aurait été pareil. Et c'est pas que dans les 3 premiers chapitres, c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée du truc. C'est décrit de manière crue et de manière visuelle et de manière longue pour un gamin de 14 ans. C'est surtout ça le problème. Il a 14 ans. Je peux comprendre le besoin de la recherche de sa sexualité, le besoin de... Je dis pas que les gamins ne se cherchent pas, que les gamins ne font rien, que tout ça. Mais est-ce que moi, en tant qu'adulte, j'ai besoin de lire un adulte qui écrit ça? Je crois pas, non. Non. Il y a vraiment toute cette ambiguïté. Lui, il tape un crush sur un mec de 45 ans, où à la fin, il se passe presque un truc, il se passe rien, mais on n'en est pas loin, et c'est compliqué. Mais donc lui il se tape un gros crush sur un mec de 45 ans et je ne me souviens pas quel âge avait l'autre mec, comment il s'appelait, Arnaud, mais Arnaud est majeur aussi. Et Arnaud il se tape pas qu'un crush, hein. Arnaud essaye d'embrasser, qu'il a au moins 19 ans, entre 19 et 20, peut-être un peu plus, et il essaye d'embrasser un gamin de 14 ans. Il y a même écrit à la fin du bouquin, j'ai vu l'homme dans le garçon. Je peux pas. Puis c'est aussi tout le truc autour, quoi, la tante du gamin qui lui dit « Ah bah tu vas pouvoir faire ami-ami avec Arnaud. » Arnaud est majeur, ton neveu l'est pas. Je sais pas, ça bug pas? Un petit peu, c'est un petit peu. Puis même Arnaud qui parle du fait que oui, le gamin a un crush sur le mec de 45 ans et que... qui en parle comme s'il parlait d'un camarade de classe, quoi. Enfin, Non, je veux pas lire ça. Vous voulez pas lire ça? Ne lisez pas ça. Eh ben, ça fait bizarre de filmer, hein. Ça fait 4-5 mois que vous suivez dans la même vidéo. Moi, ça va faire... de tout le mois de janvier, je crois que j'ai rien filmé. Je sais même pas si j'ai posté quelque chose au mois de janvier. On est actuellement le 2 février. Alors, pendant qu'on discute... je vais me faire les ongles. Voilà. Aujourd'hui, on va porter du orange, du violet et du vert. Il est mieux cet angle-là? 4 ans sur YouTube et je sais toujours pas faire un angle. Je crois que vous êtes pas droit. Alors du coup, on va discuter déjà rapidement des 2 derniers livres que j'ai lus dans ce challenge et qui seront effectivement les derniers parce que là, j'en ai marre. J'en peux plus. Ça fait un moment que j'ai l'impression de ne pas apprécier la lecture en fait parce que j'ai ce challenge en tête et j'ai cette envie d'essayer d'apprécier la littérature blanche et ça passe pas quoi. Et ça fait depuis août-septembre que je suis là-dessus. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de lire de la fantaisie là. J'ai besoin de lire de la bonne fantaisie pour enfants qui me fait rêver. Parce que là, actuellement, on ne rêve pas beaucoup. Donc du coup, j'ai écouté l'audiobook de Un appartement à Paris de Guillaume Musso. Parce que je voulais lire un Musso dans l'idée de lire, vous savez, des auteurs et des autrices et des autoristes plus ou moins connus pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et à mon travail, en audiobook, il y avait uniquement Un appartement à Paris. Parce que je pense que ça aussi, c'est un petit peu comme Lévi et Amélie Nothomb. Personne n'est d'accord sur quel livre il faut commencer en premier. Et moi, je savais que si jamais je devais lire un Musso,
vraiment lire avec mes yeux, au bout de 2 pages, c'était fini. Au bout de 2 pages, je fermais le bouquin. Donc je me suis dit que peut-être avec un audiobook, j'arriverais à aller jusqu'à la fin. J'ai pas réussi. Je crois que j'ai dû écouter 30% après, à peu près. Je crois que j'ai dû écouter à peu près 30%. Et j'ai abandonné parce que, eh ben, on se fait chier. C'est horrible dit comme ça, mais franchement, j'ai pas trouvé un seul intérêt à cet audiobook. La personne qui lisait bien, la musique était sympa, voilà, les voix étaient sympas, mais le texte, j'en avais strictement rien à faire. J'ai trouvé ça très cliché, et des clichés qui, moi, me donnent pas envie de continuer. J'ai pas trouvé ça agréable à lire. J'aurais bien aimé un trigger warning sur le prologue ou le premier chapitre. Ça aurait été sympa. Non, parce que déjà, lire un suicide, c'est compliqué. Mais alors, écouter un suicide, ça m'a pas mis bien. Non. J'ai absolument rien à dire sur ce bouquin. C'est l'histoire d'un auteur et d'une ancienne flic qui recherchent les peintures disparues d'un peintre. Ils ont tous les deux loué un appartement à Paris pour être tranquille, lui pour travailler, elle je sais plus trop pourquoi. C'était pas prévu qu'ils soient ensemble, il y a eu un micmac au niveau de l'organisation du truc. Aucun des deux ne veut partir et il se trouve qu'ils sont dans l'appartement d'un artiste décédé. Et cet artiste décédé, il y a des peintures qui ont disparu, qui ont été, alors je sais pas si elles ont été volées ou si elles ont été vendues, je sais plus. Mais en gros, voilà, c'est 2 personnes complètement opposées, 2 personnes complètement exécrables aussi, enfin franchement, aucun des deux ne sauve l'autre, qui recherchent dans Paris les peintures disparues de l'artiste. Ensuite, j'ai lu Entrer dans la danse de Jean Telet. Entrer dans la danse, ça se passe au XVIe siècle en France, dans un village français du coup, hein, puisque c'est en France, touché par un mal. D'abord déjà, ça a l'air d'être une sacrée bonne famille à ce moment-là, parce qu'il y a des gens qui mangent leur bébé, et il y a des gens, le premier personnage qu'on croise, elle tue son bébé, parce qu'elle préfère le tuer plutôt que de le manger. On en est là, mais c'est surtout l'histoire d'une anecdote historique, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote historique, je sais pas dire ce mot. Ça s'est passé en vrai, voilà, on va dire ça comme ça. Ça s'est passé en vrai en Alsace, je crois. Il me semble que c'était en 1512. Mais en fait, si vous savez, moi, l'histoire, c'est absolument pas mon truc. J'ai eu 5 au bac. Parce que c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est que ça rentre pas. En gros, du jour au lendemain, des gens se sont mis à danser dans le village. Et quand on parle de danser, on parle pas d'une petite danse amoureuse toute calme, non, on parle de danse endiablée. Et le bouquin, c'est plus ou moins ça. C'est ça, voilà. Et c'est trop écrit, on a l'impression, ça va être... J'ai pas envie de dire un truc méchant, je connais pas Monsieur Telet. Je pense que c'était un auteur très apprécié, qui est mort il y a pas très longtemps d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. On a l'impression que Monsieur Telet... ne savait pas quoi raconter. En fait, on a l'impression que c'était un sujet qui l'intéressait, ou un sujet sur lequel on lui a dit « il faut que tu parles », et qu'il a essayé et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à dire. Et donc, du coup, dans la plume, il y a de tout. La plume est vraiment très très recherchée, elle se veut très poétique, elle se veut très musicale, et au bout d'un moment, c'est vraiment too much. Au bout d'un moment, des fois, pour parler d'un truc bateau, comme une personne qui danse, comme 2 personnes qui s'embrassent, enfin voilà, t'as un paragraphe entier avec des phrases alambiquées et d'un vocabulaire super recherché, et t'as envie de dire oui ok d'accord, une fois de temps en temps c'est joli, mais dans tout un bouquin, et ben c'est lourd, et ça me donne l'impression que t'es en train d'essayer de cacher quelque chose, que t'es en train de me mettre une très belle plume pour me montrer que ton texte ne raconte rien du tout. Celui-là je l'ai lu jusqu'à la fin, mais je suis pas capable de vous en dire plus parce qu'au bout d'un moment je le lisais en diagonale, ce qui est beaucoup arrivé pendant ce challenge, vous vous en doutez. Et du coup, quelle est la conclusion de ce challenge sur la littérature blanche? Pourquoi je n'y arrive pas? Je n'arrive pas à l'expliquer. Pourquoi dans ces livres lus, il y a des livres qui m'ont été proposés par des gens qui ont adoré ces bouquins? Je sais pas si on peut dire que je déteste la littérature blanche, je trouve vraiment ça poussé, mais en attendant, la littérature blanche relate de faits réels, de la vraie vie, on parle sur la vraie vie, et moi la vraie vie, bah elle me gonfle. La vraie vie, je ne peux pas la piffrer, je passe pas un bon moment sur cette terre, et donc du coup, eh ben, j'aime bien m'échapper quand je lis. D'où mon amour de la fantaisie. C'est pour ça que je lis pas de thriller. Je suis quand même très angoissée comme personne. J'ai peur des gens. Donc du coup, me raconter des histoires où des gens font du mal à d'autres gens, c'est vrai que
j'ai du mal. Du coup, eh ben, la littérature blanche, au-delà du fait que vraiment j'accroche pas aux plumes et que je ne vois pas d'intérêt derrière toutes les intrigues que j'ai lues, à part la vague, que bon, j'ai plus ou moins apprécié, ben la littérature blanche, elle ne m'aide pas à m'échapper. Elle ne m'aide pas à oublier une journée de boulot chiante, elle ne m'aide pas à oublier les petits aléas de la vie qui font que et bah je passe pas un bon moment, parce que bah la littérature blanche elle est là pour me rappeler que tout ça existe en fait. Elle est là pour me parler de gens qui vivent plus ou moins la même chose que moi, qui s'en sortent plus ou moins bien que moi. Elle est là pour me parler d'histoire et de choses qui se sont déjà passées. Je tire le truc vraiment très loin, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que la littérature blanche, je pense que pour moi ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas ce que je recherche dans une lecture. Je comprends pas comment on peut détester la fantaisie, il y a rien de plus magique et de plus merveilleux que la fantaisie. Mais il y a sûrement des gens qui comprennent pas comment je peux détester la littérature blanche. Hein. Si je veux qu'on m'autorise à détester la littérature blanche, peut-être que je dois autoriser les gens à détester la fantaisie. Qu'est-ce qui fait que je suis forcément tombée sur des bouquins qui ne fonctionnaient pas? Est-ce que c'est des coïncidences? Ou est-ce que c'est que vraiment le genre ne fonctionne pas? Parce qu'au final, il y a quand même énormément de livres de littérature blanche que je n'ai pas lus. Est-ce que je peux juger tout un genre pour une dizaine de bouquins que j'ai pas aimés? Est-ce que je vais me permettre de le faire? Oui. Oui, complètement. Bref, cette vidéo est interminable, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle ne vous a pas trop déçu, parce qu'il y en a, vous l'attendiez depuis un petit moment quand même déjà, parce que ça fait un moment que j'en parle. Proposez-moi des livres de littérature blanche, si vous le souhaitez, je vais sûrement pas les lire tout de suite. Là, j'ai besoin de bonne fantaisie, pendant un petit moment. Mais proposez des trucs. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques heures en ma compagnie, parce qu'il me semble que là, on est déjà sur plus d'1 heure de vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques heures en ma compagnie. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.